Ce campus n'est pas une simple signature entre différentes parties dont les ambitions auraient, comme parfois malheureusement ça peut être le cas, se délitent avec le temps, mais au contraire nous sommes tous embarqués dans un projet collectif qui ne fait que s'amplifier et se structurer, et qui nous amène d'ailleurs les uns et les autres à bousculer un peu nos propres organisations pour trouver davantage de souplesse, d'agilité, les clés pour avancer sur des solutions concrètes, très pragmatiques, qui rendent service à tous, tant les organismes de formation, que ce soit les EPLE, les CFA, mais aussi les entreprises, les branches, les rectorats, le conseil régional et tous nos partenaires. Donc nous avons chacun nos propres enjeux, nos propres difficultés, nos propres politiques également à mener, à mettre en œuvre. Et le campus nous a permis de se fixer des objectifs qui sont conjoints, clairs et ambitieux. Donc renforcer les liens qui nous animent dans le continuum orientation, formation, emploi, travailler l'attractivité de ces métiers, développer des projets communs, développer des partenariats de territoire, de proximité, enrichir nos réflexions quant aux propositions d'évolution de la carte de formation, enrichir et actualiser nos pratiques également en classe. Autant de sujets qui justifient l'importance de se parler des métiers, de leurs enjeux, de leurs actualités et de leurs perspectives. Donc c'est bien la nature de ces échanges, donc je vais me taire pour laisser libre cours à ces échanges et remercie encore vivement la FFB Île-de-France-Est de les permettre, et particulièrement Séverine pour tout l'engagement, le travail qui a été mené. Un grand merci également à nos experts de la filière. Merci Olivier. Alors j'ai manqué à tous mes devoirs. Juste une petite précision, donc cette visio est enregistrée. J'ai d'ailleurs lancé l'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cet enregistrement, vous pouvez désactiver votre caméra et vos micros. Voilà, il suffit de faire ça. Ça permettra effectivement de pouvoir la revisualiser, parce que je suis certaine que vous aurez envie de la revisionner, et puis aussi de la partager avec des personnes qui n'auraient pas pu participer ce matin. Autour de la table, on ne fera pas les présentations de toute la visio parce que vous allez être un petit peu nombreux. Pour l'instant, nous sommes 19 en visio. Néanmoins, je vous demanderai quand vous prenez la parole ou quand vous faites une petite question, quand vous écrivez une petite question dans le chat, de mettre votre nom, votre prénom et votre structure, ou au moins votre nom et votre structure, qu'on vous connaisse. Et puis donc autour de la table, nous avons donc Nicolas Sestac, le président de l'Union, une entreprise, donc l'entreprise FH Construction, l'agence d'Avon, Monsieur Ramadani. On a donc Jean-Michel Baron, l'inspecteur académique de la filière, de Créteil, de l'Académie de Créteil, qui co-animera avec moi ces échanges, et une collègue à moi, donc en charge de la partie métier et environnement à la Fédération du bâtiment, Christelle Regala. Voilà, comme ça, si vous entendez des petites voix en salle, c'est nous. Julien Bedler de l'Union nationale maçonnerie Gros Œuvres va vous présenter effectivement les évolutions de la filière. Je te passe le relais, Julien. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Parfait. Ouais, ça roule. Donc du coup, écoutez, oui, je vais vous présenter ce que nous, on estimait être les évolutions des métiers du Gros Œuvre. Vous allez voir, on n'a pas cherché à faire de la science-fiction, on essaie d'être dans le concret, ce qu'on voit, nous, d'ores et déjà arriver par rapport à nos métiers. Donc voilà, je vais, ne vous inquiétez pas, ça paraît un peu touffu, mais je vais aller relativement vite sur l'ensemble des évolutions que je vais vous présenter ce matin. Donc je veux juste vous dire qui on est. Ensuite, vous parlez de transition écologique, vous vous en doutez, de transition numérique. J'aimerais faire un détour par les déchets de chantier. Là aussi, vous allez me dire, mais ce n'est pas des sujets nouveaux. C'est vrai, mais il y a une nouvelle donne qui arrive et c'est important du coup qu'on en discute rapidement. La prévention, qui est un sujet quand même très très important. Et puis par la suite,
on verra les actions que nous menons pour améliorer l'image de nos métiers et les outils que nous mettons à disposition des adhérents de maçons gros œuvres de la Fédération française du bâtiment, mais qui du coup pourraient être aussi à disposition de tous les enseignants qui le veulent. Séverine, juste comme je n'ai pas accès moi au chat, s'il y a des questions qui sont posées au fur et à mesure, n'hésite pas à m'interrompre pour me le dire, hein, parce que je les vois pas moi les questions. Ouais, pas de souci, Julien. Merci. Alors, l'UMGO, en quelques mots, pour vous dire comment ça se passe. Donc, à la Fédération française du bâtiment, vous adhérez d'abord à votre département, donc en l'occurrence ici à la Fédération Île-de-France Est BTP 77, et après selon le métier que vous exercez, vous êtes classé dans une union ou un syndicat de métier. Donc il y en a 34 à la Fédération française du bâtiment, dont celle dont je m'occupe, l'union de la maçonnerie et du gros œuvre. Et donc cette union rassemble 15 000 entreprises qui adhèrent à la FFB, qui sont maçons. Donc évidemment, ça fait de nous la première union de métier de la fédération, et les entreprises ont 14 salariés en moyenne. Et donc du coup, c'est assez représentatif de ce que finalement le gros œuvre, puisque on pèse un tiers des adhérents de la FFB, et c'est exactement ce que pèse le gros œuvre dans l'activité et l'emploi du bâtiment, hein, puisqu'on représente à chaque fois le ratio, c'est toujours un tiers du chiffre d'affaires, un tiers des artisans, un tiers des salariés. Alors, notre ADN, nous, à l'UMGO, c'est le métier. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de tout ce qui fait les règles professionnelles et qui régissent l'exercice du métier de maçon, coffreur, brancheur, etc., etc. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on participe à toute la rédaction des normes, hein, qui concernent la mise en œuvre. Donc les DTU que vous connaissez, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Quand ce ne sont pas des DTU ou des DTU en devenir, on fait ce qu'on appelle des règles professionnelles, donc en fonction un petit peu des besoins qui nous sont remontés des entreprises. Évidemment, dans le cadre de ces éléments-là, on participe à la révision des référentiels de formation, que ce soit des référentiels de formation initiale ou continue. Donc voilà, assez récemment, on s'était occupé du CAP et du BP maçon. On a aussi des CQP, donc pour la validation des acquis de l'expérience. Donc on en a un notamment qui s'appelle maçon du patrimoine. On en a un autre qui s'appelle chef d'équipe en construction béton armé. Et puis enfin, mais on aura l'occasion d'y revenir par la suite, on fait évidemment beaucoup de promotion de nos métiers au travers d'une campagne qu'on a lancée qui est vraiment spécifique à notre métier, qui s'appelle Fier d'être maçon, et puis très globalement aussi au travers des World Skills, qui est vraiment la vitrine sur laquelle nous nous appuyons au premier chef pour montrer un petit peu l'intérêt de nos métiers. Alors, le premier point que je souhaite évoquer, c'est la chasse au carbone, qui intervient, vous le savez, avec l'entrée en vigueur le 1er janvier dernier de la remplaçante de la RT 2012, qui est la RE 2020. Et donc, comme vous pouvez le noter, pourquoi on ne l'a pas appelée la RT 2020 et bien la RE 2020? C'est parce que on calcule 9 indicateurs, dont 6 sont réglementaires. Je vais évidemment pas les commenter ce matin, c'est pas l'objet. Simplement, dans les 6 indicateurs réglementaires, il y en a 2 tout nouveaux qui concernent le carbone, le bilan carbone de la construction. Donc c'est la première fois dans une règle, et c'est une spécialité française, hein, nulle part ailleurs dans le monde, il y a une réglementation qui s'intéresse à faire le bilan carbone des constructions. Pour la première fois, donc on va s'intéresser à l'empreinte environnementale des produits de la construction et des équipements qui vont constituer le bâtiment. Donc là, le calcul est réalisé, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, par analyse de cycle de vie. Si vous avez besoin d'éléments sur tout ce que je vais dire par la suite, surtout n'hésitez pas, on est là pour aussi vous apporter tous les éléments dont vous aurez besoin, les éclaircissements. L'unité qui va s'imposer à tous, c'est celle que vous voyez dans le petit texte que j'ai affiché là, c'est le kilo équivalent de CO2 par mètre carré. Ça c'est l'unité qui sanctionne l'empreinte environnementale des produits de la construction. Et puis donc évidemment l'impact carbone, ça va vous sembler évident, mais ça dépend évidemment de la quantité de matière qu'on met en œuvre et des données environnementales spécifiques aux produits qui vont être installés. Et là aussi, pour la première fois,
on va avoir des seuils évolutifs. Par exemple, quand vous étiez dans la RT 2012, au niveau des seuils énergétiques, ils sont fixés une fois pour toutes et merci de les respecter. Là, c'est très différent pour ce qui concerne la RE 2020, puisque pour tout ce qui concerne le carbone, il va falloir progresser tous les 3 ans à compter de 2022. Donc 2025, 2028, 2031, comme vous pouvez le voir qu'il s'agit de maisons individuelles ou de logements collectifs, on va abaisser le seuil à atteindre. L'idée étant en 2022, on exclut aucune solution, en tout cas quand je parle de solutions, ça va être des solutions constructives, maçonnerie, béton armé. Vous savez que si je prends par exemple tout ce qui est équipement technique, en 2022, chauffer au gaz une maison individuelle, c'est strictement impossible parce que les seuils de la réglementation ont été calés de cette manière-là. Pour ce qui concerne les systèmes constructifs, les seuils ont été calés de telle manière qu'à 2022, personne ne soit exclu, mais comme vous pouvez le voir, la pente descend assez rapidement et d'ici à 2031, il va falloir que très sérieusement, toute notre filière s'interroge sur sa capacité à abaisser son bilan carbone. Pourquoi elle va devoir se poser la question, et de manière accrue peut-être la filière minérale par rapport aux autres filières, c'est parce que la méthode de calcul qui a été retenue dans la réglementation s'appelle l'analyse de cycle de vie dynamique simplifiée. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois si vous avez besoin, on sera tout à fait capable de revenir sur le sujet par la suite. Ce qu'il faut retenir de cette approche-là, c'est de dire que plus une émission a lieu tôt, plus son impact est fort. A contrario, plus l'émission a lieu tard, moins l'impact est fort. Et donc, en l'occurrence, on va favoriser dans la réglementation tous les matériaux qui permettent un stockage temporaire du carbone. Or, quel matériau permet un stockage temporaire du carbone, si ce n'est le bois ou les matériaux biosourcés? Donc, très concrètement, derrière les annonces politiques des ministres qui ont voulu expliquer qu'on allait tout construire en bois et en matériaux biosourcés, il y a une réalité de calcul. Et cette réalité de calcul, c'est celle que j'évoque là, qui donne un avantage conséquent aux matériaux issus du cycle biosourcé, alors je rentre là aussi pas dans les détails, mais en pondérant d'un coefficient 0,58 les émissions en fin de vie, ce qui fait que ça les rend très performants, sachant que c'est déjà des matériaux qui sont particulièrement performants de base. Alors évidemment, très vite, comme vous avez pu le voir, la règle du jeu étant fixée avec la perspective d'un seuil qui va s'abaisser tous les 3 ans, tout le monde est au travail pour faire évoluer les matériaux et les modes constructifs que les maçons et les entreprises de gros œuvres utilisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce qui est des bétons, j'allais dire, on va aller vers des générations de béton bas carbone. Vous en avez entendu parler, je vais y revenir rapidement. On commence à voir apparaître plein de matériaux nouveaux qui intègrent du bois et des matériaux biosourcés. Vous allez voir aussi qu'il va falloir qu'on se pose la question. Alors l'intérêt de pouvoir se projeter à 2031, c'est d'avoir le temps de se poser ces questions-là également. Mais vous allez voir qu'on va avoir des impacts nets également en termes de mode de mise en œuvre. Et puis, vous allez voir aussi que on voit arriver évidemment beaucoup plus de systèmes préfabriqués que ce qu'on a pu voir par le passé. Alors quand je disais ça, il y a encore 3 mois, c'était pas très concret. Désormais, c'est devenu très concret puisque en même pas 3 mois, on a vu l'offre de tout ce que je viens de vous dire s'étoffer considérablement. Alors, juste là, je vous montre le cycle de vie d'un mètre cube de béton hors armature qui pèse 196 kg de CO2 au mètre cube. Comme vous pouvez le voir dans son cycle de vie, sur les 196 kg, il y en a 171 kg qui proviennent du ciment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vouloir abaisser le bilan carbone d'un béton, on va travailler sur le ciment qui le constitue. Il en va exactement de la même manière sur un mètre carré de bloc béton. Et là, tel que vous le voyez, bon là aussi, 1 mètre carré de bloc béton pèse un peu moins de 10 kg de CO2 et il y en a 7,8 qui sont dus au ciment. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'on parle ici de béton posé à joint mince, de bloc béton posé joint mince, qui n'est pas encore la majorité de ce que nous faisons. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous pouvez le voir là, on est à 10 kg de CO2 par mètre carré pour un bloc béton posé joint mince. Si on le pose le même mais un joint épais, on va passer tout de suite à une quinzaine de kilos, 15-16 kilos. Donc là, pour le coup, comme vous pouvez le constater, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un impact sur les modes constructifs, typiquement le joint mince
en toute logique, devrait s'imposer, y compris en bloc béton. Aujourd'hui, c'est déjà la règle pour la brique, mais on va forcément le voir arriver comme ça parce que vous avez quasiment 50% de différence du point de vue du bilan carbone. Alors là aussi, au niveau des bétons bas carbone, on voulait absolument éviter qu'il y ait une espèce de course à l'échalote à qui sera plus bas carbone que le voisin. Donc on a fait en sorte de s'entendre avec le syndicat national des bétons prêts à l'emploi pour fixer les seuils à partir desquels on pouvait commencer à parler de béton bas carbone. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est en fonction de la classe de résistance ou de la classe d'exposition, à une vingtaine, 20-25% en dessous de l'empreinte carbone d'un béton classique, on peut commencer à parler de béton bas carbone. Ensuite, évidemment, chaque fournisseur fait son commerce et son marketing à partir de ça. Certains vont dire bas carbone, très bas carbone, ultra bas carbone. Peu importe ça, après, j'allais dire, c'est la règle, le commerce qui va faire la règle. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut commencer à parler de béton bas carbone à partir d'une vingtaine de pourcents en deçà d'un béton normal. Quand je parle d'un béton normal, c'est un béton qui intègre un ciment CM2. Alors, ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'on vient de le voir, un béton bas carbone, c'est un béton où on a travaillé sur le ciment. Et un ciment bas carbone, c'est un ciment dont on va réduire la part du clinker. Donc là aussi, c'est des choses que la majorité d'entre vous connaissent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation du clinker, qui est la matière première qui sert à fabriquer le ciment, en ciment, indépendamment de la chauffe qui déjà dégage du CO2, indépendamment de ça, la simple réaction chimique dégage du CO2, ce qui fait qu'on est assez émissif, comme vous pouvez le voir, l'empreinte moyenne d'une tonne de ciment en France, elle est à 624 kg de CO2. Donc, comme vous pouvez le voir, tout l'intérêt des ciments, ça va être de réduire la part de clinker qui intègre et de mettre d'autres constituants à la place. Donc, je ne rentre pas dans le détail de la norme ciment qui est d'une complexité assez importante. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, le CM1, qui était le ciment qu'on utilisait le plus il y a quelques années, il était quasiment intégralement composé de clinker. Et puis, le CM2, qui est aujourd'hui CM2B, qui est souvent celui qui est le plus utilisé actuellement, bon voilà, la part de clinker se balade entre 65 et 80%. Et puis, ceux qui vont être le moins émissifs, bien évidemment, c'est quand on va aller chercher du côté des CM3C, où la part de clinker est à 5-20% et le reste étant apporté par des laitiers de hauts fourneaux. Donc tout ça est des choses que nous connaissions déjà. C'est pas des nouveaux ciments, néanmoins, évidemment, leur intérêt à l'aune du critère écologique change. Et donc on voit arriver aussi des nouveaux ciments. Là encore, je rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous dire que déjà, évidemment, la norme la norme ciment a intégré ces nouveaux ciments qui sont les CM2, CM et les CM6. L'idée n'est pas, comme vous pouvez le voir, je les ai comparés à d'autres types de ciments actuellement sur le marché. L'idée n'est pas de battre des records en termes de bas carbone, puisqu'ils ne sont pas exceptionnels de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est pour augmenter l'offre de ces ciments à carbone réduit, de manière à ce que ça puisse devenir la règle, alors que, comme je vous le disais préalablement, aujourd'hui, ce n'est pas ceux qu'on utilise le plus. Là aussi, il va y avoir une contingence liée à la mise en œuvre, puisque les bétons bas carbone à l'heure où je vous parle, les ciments, les moins émissifs à l'heure où je vous parle, sont aussi les ciments dont les montées en résistance à jeunage sont les moins performantes. Donc ça veut dire que on va avoir probablement des bétons bas carbone qui vont être intéressants du point de vue de leur bilan environnemental, mais qui vont être difficiles à utiliser pour les entreprises pour des conditions de productivité sur le chantier et notamment de perspectives de décoffrage. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir effectivement avoir en tête, et ça, seules les entreprises et les jeunes qui vont intégrer les entreprises doivent l'avoir en tête, parce que c'est pas des choses qui sont évidentes du point de vue notamment de nos collègues maîtres d'œuvre, architectes, maîtrises d'ouvrage. Il faut leur faire comprendre que un béton bas carbone, il n'est pas bas carbone intrinsèquement. Il va être, il y a des contingences quand même à respecter, et tout ça, évidemment, c'est ceux qui vont mettre en œuvre et ceux qui vont concevoir, qui seuls vont le savoir. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que les matériaux bois et biosourcés avaient une longueur d'avance dans le cadre de la RE 2020, vous ne serez pas étonné de voir que d'ores et déjà, l'offre de Préfa
intègre massivement, enfin pas massivement, mais on voit apparaître assez généralement des offres de préfac qui intègrent des matériaux bois ou biosourcés, tels que ce que je vous montre là. Donc c'est pas pour faire de la pub, hein, évidemment, mais c'est pour vous montrer quand même si ça vous intéresse où vous pouvez aller chercher ces informations et auprès de qui. Bon voilà, typiquement, on a des systèmes qui intègrent des isolants en fibre de bois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est biosourcé ayant un vrai avantage du point de vue du calcul en analyse de cycle de vie dynamique simplifiée, bah, il aurait été étonnant de ne pas les voir intégrer les outils, les produits préfabriqués. Là où il y a du vide, bah, on va les remplir d'isolants en fibre de bois et ça va améliorer assez intrinsèquement le bilan carbone du matériau en question. De la même manière, on voit réapparaître ou s'optimiser des structures mixtes bois-béton. Là aussi, hein, c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour vous montrer que les choses bougent et assez rapidement. On voit aussi des éléments, là ce que je vous ai montré, c'est des structures mixtes intégrant des isolants ou bois-béton. On voit carrément maintenant aussi des éléments préfabriqués directement en béton de bois. Donc là, bah, typiquement, voilà, c'est des éléments qui arrivent et qu'il s'agit d'assembler sur le chantier. On le voit aussi sur de la maçonnerie plus classique. Et donc là, typiquement, les blocs en béton de chanvre, des choses que vous connaissez déjà, hein, mais qui trouvent une nouvelle vie, j'allais dire, à l'aune des exigences de la RE 2020. Donc c'est des choses qu'il faut là aussi probablement prendre en compte dans le cadre de ce qu'on aura à apprendre aux jeunes recrues qui arriveront. Et puis, on voit arriver aussi, alors ça c'est une nouveauté qu'on voit apparaître, mais des bétons prêts à l'emploi qui intégreront des granulats de bois. Et ce qui est intéressant, c'est que on nous promet des bétons prêts à l'emploi respectant les contingences des entreprises, à savoir que la livraison pourra se faire en camion toupie. On nous promet une mise en œuvre identique à celle d'un béton traditionnel avec une rhéologie de 90 minutes et une consistance adaptée au remplissage des coffrages. Donc vous voyez, on voit bien que dans leur réflexion, il y a quand même la composante mise en œuvre qui est importante. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'imaginait pas que tout ça bouge aussi vite. Et alors, j'ai choisi aussi, on s'interroge beaucoup sur l'impression 3D, bien évidemment. Et alors, j'ai choisi de la mettre ici, parce que je me dis que, comme je vous le disais tout à l'heure, qui dit bas carbone dit utiliser moins de matériaux. Tout l'intérêt de l'impression 3D telle que nous, on pouvait la voir, c'était de mettre le juste matériau au juste endroit, au niveau des contraintes notamment mécaniques. Donc évidemment, comme on met moins de matériaux, on est plus vertueux d'un point de vue carbone. Et donc l'impression 3D à l'aune de cette exigence-là pourrait trouver un intérêt. Voilà, donc ça c'est des choses que nous regardons, hein. On n'est pas forcément pour le moment très abouti sur ce sujet, mais c'est quelque chose dont on considère que ça pourrait avoir un regain d'intérêt pour cette notion de carbone. Voilà. Donc ça, c'est le sujet qu'on regarde. Bon, là, on était allé voir aussi il y a quelque temps en Belgique, et puis il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai mis celle-là, mais j'en ai vu en Allemagne. Bon, des maisons qui sont imprimées en 3D, etc. Là aussi, l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça évolue à l'aune de l'exigence environnementale. Est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait tirer parti ou pas? Là, c'est vraiment encore à l'état de prospective pour ce qui nous concerne. Donc ça, c'était pour la transition écologique. Pour ce qui concerne la transition numérique, cette fois-ci, vous allez noter que j'ai pas... Julien, est-ce que tu veux un petit peu d'échange sur ces sujets-là? Parce que c'est vrai que le secteur du gros œuvre est particulièrement impacté par ces nouvelles réglementations et du coup ces nouveaux matériaux. Est-ce que ça fait écho chez vous, donc côté entreprise et côté établissement de formation? Est-ce que d'ores et déjà, en fait, vous avez commencé à intégrer ces évolutions, hein, ces nouveaux matériaux, ou pas encore? Et sinon, pourquoi? Ou si oui, comment? Voilà, je propose d'ores et déjà un petit échange quand même sur ce sujet-là, parce qu'il est assez dense. Arthur Mardani, directeur des phages de construction de Seine-et-Marne. Donc on est parfaitement en ligne avec l'analyse d'Olivier Lefebvre. Nous allons connaître ces 10 prochaines années plus d'évolution que ce qu'on a connu ces 50 dernières. Et aujourd'hui, on est à la fois volontaire pour réduire notre empreinte carbone, mais on va surtout être
contraints de le faire. Donc la RE 2020 et puis les prochaines années vont nous obliger à réaliser des chantiers avec une empreinte carbone qui va être complètement différente. Et effectivement, ce qu'on a connu en construction, ce qu'on a appris à l'école en rotation, ça va changer. Donc l'évolution du métier, c'est pas dans le futur, elle est là, on est en train de vivre et on est contraint de le faire, même si on a la volonté d'y arriver. Donc construire comme on faisait avant avec des rotations 25 mètres linéaires par jour et puis notre béton qui va bien, des coffrets le lendemain, malheureusement c'est le métier d'avant et ce ne sera pas le métier de demain. Même si les cimentiers y travaillent fortement, on se dirige beaucoup plus dans le béton vers de la préfabrication que vers du traditionnel. Et le problème qu'on va connaître, c'est qu'on a très peu de retours d'expérience sur ces nouveaux procédés de construction. Moi, j'ai réalisé 2 opérations là, sur Saint-Georges en mixte bois-béton. On a quand même bien coulé du béton. Intégrer le bois, c'est aujourd'hui une vraie contrainte. Et on manque encore beaucoup de retours d'expérience sur ce sujet-là. Et puis, les prix du bois sont en train d'exploser. Donc, on arrive aussi à nos limites. C'est qu'on veut construire du bas carbone, mais il faut également qu'on maîtrise un coût. Et aujourd'hui, ces nouvelles matières, elles font flamber les coûts de construction. Vous avez complètement raison. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Vous avez raison. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, pour nos matériaux, vous parliez des bétons, les bétons bas carbone, on va les payer plus cher. Et pour plein de raisons. Notamment parce qu'ils demandent beaucoup de R&D. Mais vous avez raison, les coûts associés à tout ça sont loin d'être négligeables. Est-ce que parmi les entreprises... Vas-y. Nathalie Coq, CD Gros Œuvres, bonjour. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande de mettre en œuvre le béton bas carbone. Hein. C'est une réalité et on ne sait pas vraiment faire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas préparé nos équipes, on n'a pas préparé l'enseignement de nos équipes à la mise en œuvre de ces bétons, de ces nouveaux types de matériaux de construction et ça va poser, ça pose un problème. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites à un chef, tu ne vas pas nier tes 25 mètres et tu ne vas pas décoffrer le lendemain, bah, il sait pas, quoi. Il n'a pas appris. Donc, on est un peu en retard entre la formation et la mise en œuvre. Hein. Et puis, je pense que tous les acteurs de la construction ne maîtrisent pas non plus l'utilisation de ces matériaux, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les contrôleurs techniques, etc. Et ça va nous poser, je pense, un vrai problème dans cette année, l'année prochaine. Ça va être compliqué, je pense, de travailler tout de suite sur ces nouveaux bétons, et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce qu'on nous demande de réaliser des ouvrages en béton bas carbone aujourd'hui, avec des délais qui sont ceux qu'on avait sur le béton classique, avec des coûts qui sont ceux qu'on avait sur, ou très peu corrigés par rapport au béton classique. Donc on va subir, parce qu'on n'a pas formé nos équipes à ce changement, que ce soit le changement écologique ou les déchets. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, nos maçons, ils ne sont pas formés à ça. Hein, donc, il y a un vrai travail de formation en urgence pour qu'on arrive à avoir la main-d'œuvre qui va savoir utiliser ces process. Après la préfabrication, poser des prédales, des prémurs, on sait faire. Hein, mais nos personnels ne sont pas formés aujourd'hui pour travailler tout de suite et on nous demande de le faire tout de suite. Merci Nathalie. J'avais une question, moi, Julien. Est-ce que toutes les natures de chantier sont soumises aux mêmes conditions, aux mêmes contraintes ou aux mêmes évolutions réglementaires? Parce qu'on sait effectivement que beaucoup de marchés en fait concernent la rénovation et moins le neuf. Mais néanmoins, est-ce que toutes ces natures de chantier sont concernées? Non, alors merci de me faire préciser, je suis passé très très vite. Effectivement, au 1er janvier 2022, seul le logement est concerné, qu'il soit individuel ou collectif. En théorie, au 1er juillet prochain, donc logement neuf,
Au 1er juillet prochain, on devrait embarquer le tertiaire, notamment les bâtiments d'enseignement, enfin pas notamment, à commencer par les bâtiments d'enseignement et de bureaux. Et puis, on parle de tout ce qui est construction, extension provisoire pour le 1er janvier 2023. Donc nous, je vous cache pas qu'on essaie de décaler auprès des pouvoirs publics la mise en application à partir du tertiaire, et puis encore plus pour tout ce qui va être extension, parce que comme vous l'avez tous très bien dit, c'est quand même un gros morceau à digérer, et déjà en logement, on a du mal à prendre la main sur la chose, donc on aimerait bien y aller pas à pas. Néanmoins, pour rebondir sur ce que tu dis, Séverine, quand l'offre de béton va arriver ou l'offre de produits biosourcés arrive sur le marché, il y aura pas de distinguo. Alors ça, c'est ma vision des choses, hein, mais il y aura pas de distinguo entre un béton pour la réhab et un béton pour le neuf. Il y a un moment, les centraliers, ils ont des contingences aussi compliquées en termes de gestion de leur centrale. Ils vont pas nous faire non plus multiplier les formules, même si c'est des choses qui vont quand même devoir s'ajuster. J'en veux pour preuve que dans les bétons bas carbone que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une petite plaquette et elle ne se satisfait pas des bétons pour le logement, elle traite aussi les bétons pour la voirie. Donc c'est bien la preuve que même s'il n'y a pas de réglementation associée, on parle déjà de béton bas carbone également pour la voirie. C'est assez logique parce que si on regarde du point de vue du maître d'ouvrage, il n'y a pas de raison que de son point de vue, on soit vertueux pour la partie construction et qu'on ne soit pas vertueux pour la partie aménagement. Donc de la même manière, un maître d'ouvrage qui aurait dans son parc un parc à rénover, bah, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il aura les mêmes exigences. Et puis pour reboucler avec ce que disait Madame Koff, elle a complètement raison dans le sens où nos maîtres d'ouvrage et nos maîtres d'œuvre ne connaissent pas nos problématiques de mise en œuvre et de spécificités liées au béton. Et nous, on voit des CCTP un peu simplistes à débarquer en nous disant bah, vous ferez une étude béton bas carbone intégrant des CM3. Donc ça c'est très bien, mais quand vous dites au maître d'ouvrage, bah oui, mais du coup moi j'arrive pas à tenir mes rotations, ma productivité, etc., etc. Donc les délais sont plus les mêmes, les coûts ne sont plus les mêmes, etc., etc. Il a beaucoup de mal à comprendre. Fort logiquement, hein, c'est pas son métier. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles et c'est vrai aussi. Alors je l'ai pas précisé, c'est aussi vrai du point de vue des bureaux d'études thermiques qui prennent la main sur l'ACV. Il faut savoir que oui, c'est les bureaux d'études thermiques qui ont la charge de réaliser, enfin qui prennent la main sur l'analyse de cycle de vie et donc sur le bilan carbone de l'opération. Et alors un bureau d'études thermiques, quand vous commencez à lui parler de formulation de béton, de taux de ferraillage et de classe d'exposition, c'est un vocabulaire qu'il ne maîtrise pas du tout. Donc là, il va vraiment falloir apprendre à se parler. Effectivement, ça c'est important et ça c'est un de nos rôles, que ce soit fédération ou même au titre du campus. Des métiers et des qualifications. C'est un sujet en fait qu'on peut travailler aussi au travers soit de la formation initiale, là avec l'école d'architecture par exemple, et pas que, mais dans tous les cas au niveau activité, hein, avec les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre actuels et nos entreprises. Hein, on a un office de dialogue qui permettrait ça, et ça serait effectivement un sujet intéressant à faire valoir. Ouais, moi, est-ce que, au niveau de l'éducation, en fait, c'est des choses qui sont intégrées dans les programmes? Donc, oui, les référentiels, la Bac Pro TV Orgo, hein, notamment, là, qui est sorti en 2015, intègrent toutes ces notions. Notamment, par exemple, quand on fait un choix constructif, même un élève de Bac Pro doit être capable d'avoir une idée de l'empreinte carbone que va avoir ce choix constructif. Actuellement, sur le terrain, ce que je peux voir, c'est que les enseignants commencent à travailler ces notions-là. Ils sont d'ailleurs dans des sujets d'examen où, à certains moments, ça commence aussi à arriver, ce type de calcul. Par contre, c'est vrai que en termes de mise en œuvre de ces matériaux, ça arrive doucement. Mais on commence à voir, voilà, un certain nombre de choses qui sont présentes et des enseignants qui testent un certain nombre de produits. Mais c'est vrai qu'ils aussi sont un petit peu dans cette phase un peu expérimentale où comme on peut le voir, où il y a des choix qui doivent être faits, mais est-ce qu'on fait le bon choix? Mais ça aide. Le CAP, le référentiel du CAP maçon aussi a été refait et intègre aussi ces notions de matériaux, plus bien sûr la mise en œuvre, sur la mise en œuvre de matériaux biosourcés. Mais il y a une certaine ouverture qui a été faite dans cette rédaction de façon
à ne pas se fermer et à s'ouvrir justement à ces problèmes de développement, de transition écologique. Voilà. Pour rebondir sur les propos à la fois de Madame Kopf et de Jean-Michel Baron, hein, donc à la fois Madame Kopf nous dit nos maçons ne sont pas formés à ça, ne sont pas prêts à cette mise en œuvre des matériaux innovants. Donc Jean-Michel nous dit qu'effectivement ça intègre les référentiels, que ça commence à se travailler petit à petit dans les établissements. Quid de l'accès en fait à ces matériaux dans nos établissements, Jean-Michel? C'est une vraie difficulté, ça veut dire que ça a aussi un coût, et il y a aussi une vraie problématique sur le choix de ces matériaux. Quel choix va-t-on faire? Et c'est vrai que des journées comme celle-ci vont permettre aussi de nous guider. Voilà. Certains établissements vont prendre des blocs en béton de chambre, d'autres vont choisir d'autres systèmes constructifs, mais le choix n'est pas facile à faire, et même je ne vois pas qui est capable de faire ce choix, sinon la profession, voilà, et d'avoir des indicateurs sur la mise en œuvre de ces matériaux. Et on voit que c'est une vraie difficulté pour nos équipes pour faire des choix, voilà. Si je peux apporter un éclairage sur le sujet, vous mettez le doigt vraiment sur quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, même si au niveau de l'analyse de cycle de vie dynamique simplifiée, je ne vais pas vous cacher qu'on n'était pas trop favorable à ce mode de calcul, ce qui est certain, c'est que ça favorise quand même l'utilisation de matériaux avec des circuits courts. Notamment, on parle de béton bas carbone, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la recherche des cimentiers, c'est de trouver des alternatives aux laitiers de hauts fourneaux, dont le gisement, ça vient de la sidérurgie en France, est quasi déjà exploité à son maximum. Donc on en sera incapable de fournir si tout le monde du jour au lendemain voulait acheter des CM3 avec des laitiers de haut fourneau, on serait incapable de fournir. Donc aujourd'hui toute la recherche est de trouver des constituants alternatifs à tout ça, et ils sont très dépendants de la localité. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez avoir il y avait des anciens volcans, donc vous allez avoir des schistes calcinés, par exemple, des choses comme ça, et donc ils vont utiliser cette ressource-là pour formuler les bétons bas carbone des cimenteries et des bétons, des centrales de la région. Mais quand vous allez aller plus au sud en PACA, ça va plus être ça va être probablement autre chose qui va être utilisé, etc., etc. Et ça va être la même chose pour le biosourcé. C'est exactement ce que vous disiez. S'il y a des chanvrières dans la région, il y a de fortes chances qu'il faille vous tourner vers ce que vous avez à côté de chez vous, effectivement, et donc voilà, le bloc béton de chanvre ou enfin peu importe d'ailleurs. Mais voilà, il y a quand même un aspect local, je dirais, au choix qui devra être fait. Et puis après, c'est ce que vous disiez. Il y a un moment, il y a aussi des problématiques c'est d'ordre plus organisationnel sur le chantier. Et là, j'allais dire, peu importe le choix que vous faites, si le principe est de dire le béton a une montée en résistance moins rapide que ce qu'on a l'habitude, là c'est plus de l'organisation que du choix de matériaux, quoi. Merci Nicolas. Pardon Julien, mais effectivement, la localisation géographique, elle est importante. Alors on a de la chance, entre guillemets, sur notre territoire, on a un matériau biosourcé qui est particulièrement développé, c'est le chanvre. Et effectivement, ça c'est un travail à faire valoir auprès des établissements de formation et des entreprises évidemment, mais du coup de créer ce lien qu'on a pu créer avec les agriculteurs locaux pour faire en sorte que les établissements puissent se rapprocher et voir comment on peut intégrer ce matériau dans les formations existantes. J'ai une question. Est-ce que dans les grands groupes, il y a des solutions qui se démarquent un petit peu d'autres aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de retours sur tous ces nouveaux matériaux Non, en dehors de chantiers ciblés, là on est sur les JO et le logement de demain, donc le village des athlètes. Et c'est des solutions où on se retrouve, où on découvre les métiers. Et on a passé 20 ans, 30 ans à former des coffreurs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent un peu démunis ils se retrouvent jeunes à recommencer un métier. Et pour accompagner des jeunes, ça va, ceux qui ont une trentaine d'années pour le métier de demain, et ceux qui ont 50 ans, qui ont fait toute leur carrière dans les panneaux, se retrouver du jour au lendemain à ne pas savoir quoi faire, ça va être une vraie difficulté.
Donc on a lancé des ateliers sur le bois, parce que peut-être que des coffrets, il y en aura de moins en moins, mais on a trop peu de retour d'expérience. Et puis on dit le bois, mais comme pour le ciment, quand on va tous en demander, et le bois c'est pareil, donc du bois on en trouve de moins en moins, et le prix du bois a été multiplié par 4 ou 5 ces derniers temps. Donc on a déjà une période compliquée avec le Covid, on a des gros problèmes d'approvisionnement, et puis on se retrouve avec une transition extrêmement dure qui arrive, parce que ça se passe maintenant. Donc on a une population extrêmement importante de personnel extrêmement qualifié qui se retrouve du jour au lendemain à ne pas savoir quoi faire. L'accompagnement va être dans les écoles, mais il va falloir accompagner toute notre génération entre guillemets, de spécialistes. Il y a un fort enjeu là-dessus, oui. Ouais. Nicolas ? Julien, au niveau national, est-ce qu'on a des retours justement sur les matériaux qui émergent, mais est-ce qu'il y a des solutions qui se démarquent plus que d'autres aujourd'hui? Est-ce qu'on s'oriente vers quelque chose? C'est pas évident. Non, j'ai même tendance enfin, je suis presque à la fois content de voir ce qui se passe chez vous et en même temps vous dire que vous êtes en avance, parce que finalement, moi, des retours concrets d'expérimentation demandés par les maîtres d'ouvrage, c'est la première fois que j'entends qu'il y en a autant, et je suis ravi de voir que, entre guillemets, on ne s'est pas trop trompé dans les orientations qu'on voyait se dessiner. Mais moi, je vois, là, j'ai beaucoup bougé depuis le début de l'année. Il y a, pour le coup, il y a une très faible maturité sur la RE 2020 de l'ensemble des acteurs. Donc, j'allais dire, il y a la force de frappe commerciale et marketing de nos fournisseurs qui a fait le boulot, entre guillemets. Là, comme ça vient d'être dit, effectivement, j'avais pas ça en tête, mais avec les enjeux liés au JO, etc., il y a probablement une lucarne spécifique sur tout ce qui est Île-de-France. Mais bon, pour le moment, on en est très, très, très loin. On en est à des... vous parliez de la difficulté des chefs, des coffreurs à s'adapter. Il y a aussi, tout le monde est en train d'apprendre, parce que typiquement aujourd'hui, on regarde aussi de quelle manière est-ce qu'on est capable de faire un béton architectonique ou un brut de décoffrage avec un béton bas carbone. Bon, voilà, tout ça, on va l'apprendre au fur et à mesure. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, Nicolas, très clairement, non, on ne voit pas de tendance se dessiner au niveau national, excepté les maîtres d'ouvrage qui, prenant en compte les exigences de la RE 2020, soit vont se retourner vers le maître d'œuvre en lui disant débrouillez-vous pour être conforme à la RE 2020. Et de ce point de vue-là, très clairement, aujourd'hui, il n'y a absolument pas besoin de recourir à un béton bas carbone pour passer les exigences du 1er janvier 2022 en RE 2020 jusqu'à 2025 sans faire quasiment aucun effort sur la formulation du ciment. On n'aura pas de problème. Donc nous, l'idée, c'est justement de se dire, on a 3 ans pour se roder, commencer à apprendre, etc., etc. Donc vous êtes quand même très en avance de phase par rapport à ça. Donc tant mieux. Moi, je suis d'ailleurs très preneur des retours que vous avez. Après, sur ce que je vous ai montré de l'offre préfa, ça, c'était évident. Parce que dès lors que le simple fait d'utiliser du bois ou un matériau biosourcé annule du carbone, c'est ce que fait l'analyse de cycle de vie dynamique simplifiée, c'est aussi, j'allais dire, alors nous, on trouve que c'est un effet pas forcément très positif, parce que comme on l'avait un petit peu caricaturé quand on se bagarrait sur la méthode de calcul, il suffit de remplir les alvéoles de vide d'un isolant en fibre de bois, par exemple, pour abaisser le bilan carbone du produit préface sans même y avoir touché au béton ou au mode opératoire dans l'usine. Donc c'est quand même un peu dommage. Néanmoins, voilà, c'est pas étonnant. C'est pour ça qu'on voit, comme je vous ai montré dans les catalogues de préfa, des choses qui forcément vont se développer dans ce sens-là. C'est évident. Sinon, on va perdre des parts de marché. Monsieur D'Herbecourt, j'ai vu que vous essayez encore de prendre la parole. Oui, bonjour. Je voulais juste intervenir pour dire que au niveau des IUT, moi je suis enseignant en IUT, on a eu une réforme du DUT qui est passée en BUT, donc en 3 ans, et dans cette réforme qui intègre des blocs de compétences, on a sur 5 blocs de compétences, un bloc de compétences complet qui est lié à tout ce qui est environnemental, développement durable, etc. Donc en fait, tout ce qui est calcul d'ACV et tout ça, c'est bien enseigné en génie civil, pas uniquement en génie thermique, c'est ça que je voulais dire, d'une part. Par contre, d'autre part, donc les enseignants sont formés sur ce côté-là, côté calcul, il n'y a pas de problème.
Par contre, tout ce que vous dites qui concerne la mise en œuvre, le côté les cours d'organisation, en fait, comme on n'a pas aucun recul, on enseigne toujours aux étudiants les bons 25 mètres de coffrage par jour, etc., quoi. Donc, effectivement, là, il va y avoir aussi un problème pour un retour vers les enseignants pour tout ce qui est cours d'organisation, quoi. Sur les cours théoriques, les écomatériaux, etc., il n'y a pas de problème côté enseignement. Voilà, c'était ma précision. Je vous remercie. Après, il faut pas, il faut là typiquement, on prend les bétons bas carbone qui sont à notre disposition. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, avec des CM3 qui atteignent pas très vite les 10 MPa pour le décoffrage. Néanmoins, il faut, là très clairement, le BPE n'a pas non plus envie de voir disparaître ses parts de marché au profit de la préfa, et de la même manière que nous, les entreprises, c'est pareil. Et donc, du coup, on voit quand même les choses avancer relativement vite sur justement à la fois des bétons qui seront bas carbone et qui essaieront dont on fera en sorte d'activer la prise à jeune âge. Et ça, c'est des choses aussi où on espère que l'offre va s'étoffer. Il faut quand même avoir conscience, l'air de rien, que finalement, même si certainement les projets étaient déjà dans les cartons en R&D des fournisseurs, ils les ont sortis un peu précipitamment quand on a tous compris en juillet 2020 qu'on aurait droit à cet ACV dynamique simplifié qui allait quand même, pour le coup, beaucoup favoriser tout ce qui était bois et biosourcé. Donc les choses avancent relativement vite. Moi, j'ai encore entendu parler récemment de banches qui permettaient de chauffer le béton à jeune âge juste pour accélérer sa prise au tout début. Et bon, voilà, on va voir se multiplier ce genre d'initiatives, je pense. Mais si tu chauffes le béton, c'est pas très bon pour l'écologie, quand même. C'est exactement ce qu'on est en train de regarder, effectivement, sur le bilan carbone. On est complètement d'accord. Merci Julien. Je te propose de continuer. Je vois des petites réactions sur le chat. Je ne manque pas de les noter de manière à ce qu'on puisse revenir vers vous ultérieurement ou à la fin de cet échange. C'est vraiment l'objectif. Mais je te propose, Julien, de continuer si tu veux bien. Ouais, très bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu me dis au niveau du temps et de l'organisation, je te suis complètement. Donc, transition numérique. Alors là, c'est plus pour faire un point qu'on a tous constaté, c'est que l'appropriation du BIM et du numérique dans la construction est plus lente qu'anticipé. C'est pas moi qui le dis, c'est le plan BIM 2022, donc qui est, j'allais dire, l'organe officiel qui est chargé de généraliser l'usage du numérique dans le bâtiment. L'observatoire sorti il y a un an disait que 6% des acteurs ont recours au BIM dans leur projet. Donc là, c'est tout acteur confondu, et la proportion tombait à 2% sur la cible entreprise. 51% à l'époque des entreprises n'y percevaient pas d'utilité de besoin dans l'immédiat, mais quand même, pour 30%, elles avaient ça en réserve parce qu'elles imaginaient bien que ça puisse être un enjeu stratégique ou important. Et surtout, dès qu'elles y ont goûté, là, on ne revient pas en arrière. Comme vous le voyez, 65% de ceux qui utilisent les BIM mettent en avant l'efficacité du travail collaboratif, l'optimisation de la qualité et le gain de temps. Et 37% des acteurs de la filière sont convaincus, donc comme je l'ai dit, que c'est un enjeu stratégique pour leur activité. Alors, le problème qui s'est passé, en tout cas, c'est l'analyse que nous faisons. Et d'ailleurs, on avait été parmi les premiers grâce à votre office en Seine-et-Marne à y réfléchir. Très concrètement, on nous avait dit, le BIM pour vous, entreprise, ça va venir de la demande de la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage va avoir plein de demandes, notamment dans la gestion de son patrimoine. Et donc, ils vont vous demander des pièces de marché en BIM et des DOE en BIM également. Donc, tout va décoller. Et puis, finalement, le constat, c'est que les maîtres d'ouvrage nous ont dit, oui, on a des besoins, mais enfin, de là à exiger un jumeau numérique systématique de nos bâtiments, on n'y est pas. Et puis, par ailleurs, il y a un gros enjeu sur le patrimoine existant. Et le patrimoine existant, il n'a pas de notion de jumeau numérique pour démarrer. Ce qui fait que nous, on s'est dit, on va retourner la chose. On va dire, écoutez, si vous ne le faites pas pour le maître d'ouvrage, faites-le pour vous, en tant qu'entreprise. Et donc là, ce que je vous montre là, c'est le retour qu'on a eu, nous,
des entreprises qui se sont lancées en maçonnerie gros œuvre. Donc d'abord, ça va vous paraître évident, mais si vous n'êtes pas convaincu de le faire, bah vous lancez pas, parce que franchement vous allez perdre votre temps, vous allez investir pour rien, vous allez former des collaborateurs qui vont pas l'utiliser. Donc quand les entrepreneurs ils vont quand c'est pas pour répondre à une exigence du maître d'ouvrage, il faut vraiment être convaincu pour faire le boulot. Ensuite, bon, évidemment, ça passe par un diagnostic de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, comment je suis équipé et qui sont mes compétences dans l'entreprise qui vont pouvoir soit évoluer vers ça, soit les compétences que je vais devoir recruter pour m'apporter les savoir-faire qui me manquent. Et puis, il faut un projet, alors j'ai mis un projet pour expérimenter et pratiquer. Le retour qu'on a, c'est que beaucoup d'entreprises au début avaient tous acheté Revit, avait formé des collaborateurs sur Revit. C'est pas pour faire de la pub, hein, mais là encore, c'est parce que c'était ce qui était le plus utilisé. Et puis, il y a un moment, il n'y a pas de projet, donc on n'expérimente pas. Et puis, comme souvent, ça, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Ça s'oublie relativement vite si on pratique pas. Et donc là, j'ai eu beaucoup, moi, de retours d'entreprises qui me disaient, voilà, j'ai investi, j'ai formé des gars, puis on me demande rien, puis finalement, j'ai ma licence de logiciel que je n'utilise pas. Donc, il faut adopter une logique de formation-action. Ça, c'est des choses que vous faites très bien dans le 77, c'est de se dire, je prends mon projet et je fais un bac à sable avec, on apprend tous ensemble. Ça, encore une fois, pardon, excuse-moi, j'ai Stéphane Loupé qui tente de prendre la parole et... Ah, pardon. Je laisse Julien finir après, je prendrai après Julien. Pardon, d'accord, ok. Donc ensuite, ce qu'on a noté, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé, effectivement, il faut des hommes clés dans l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, ça dépend de ce qu'on veut faire, hein, évidemment. Mais justement, ça dépend de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'il faut définir sa priorité dans l'usage du BIM. Si on court tous les lièvres à la fois, on n'y arrive pas. Et donc là, très clairement, aujourd'hui, les entreprises de gros œuvres qui se lancent dans un BIM, entre guillemets, la première étape du BIM, c'est pour fiabiliser leurs études de prix. Voilà, là, il n'y a pas photo. Nous, c'est vraiment le biais par lequel elles ont attaqué le sujet en se disant que demande de la maîtrise d'ouvrage ou pas, l'étude de prix, c'est quand même intéressant. Ça donne l'occasion aussi de revenir sur ses déboursés, de regarder un petit peu ses taux horaires, etc. Donc, c'est intéressant d'attaquer par ce sujet. Et donc ensuite, quand c'est déployé sur l'entreprise, donc ça c'est une entreprise avec qui on a travaillé vraiment, on les a suivis pour voir comment ça marchait. Et donc on a regardé dans l'entreprise de gros œuvres l'intérêt d'introduire une culture digitale sur le chantier. Donc comme vous pouvez le voir, je ne parle plus de BIM là, je parle d'une culture digitale sur le chantier. Donc c'est-à-dire que on voit arriver des tablettes, on voit arriver des choses, des PC, des tablettes sur le chantier. Et alors ce que le chef que vous voyez à gauche là nous a dit, c'est que pour ses équipes, c'était génial d'avoir de la 3D. Donc vous voyez, on n'est même plus dans le BIM là. Hein. Le BIM, c'est beaucoup plus qu'une 3D. Lui, il m'a dit, mais moi, c'est super pour la 3D parce que quand je briefe mes équipes le matin, je suis beaucoup plus efficace parce que je leur montre ce qu'elles vont avoir à faire pendant la journée, parce qu'on a trop tendance à penser que tous les gars qui arrivent savent extrapoler une 3D avec un plan, une coupe. C'est pas le cas. Et là, franchement, avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est super intéressant. D'autant plus que ça ne nécessite pas d'investissement logiciel puisqu'ils le font avec des visionneuses gratuites. Donc là, l'investissement, c'était du hardware, hein, c'était essentiellement les tablettes, qui n'étaient même pas d'ailleurs des tablettes durcies, hein, c'était des tablettes très classiques. Donc ça, typiquement, voilà, ça va vous sembler être quelque chose de, pas forcément très impressionnant, mais voilà, l'intérêt immédiat de la 3D sur le chantier, nous, ça a été vraiment quelque chose qui est revenu de manière assez aiguë, singulière. Et donc, du coup, comme je vous le disais, on n'est pas les seuls à s'être rendu compte que les entreprises finalement attaquer leur transition numérique par l'étude de prix, puisque le plan BIM 2022 a sorti en février dernier, a mis en ligne 6 tutoriels YouTube, donc que vous retrouverez hyper facilement. Et puis bon, si vous ne les retrouvez pas, vous savez, vous faites appel à nous, il n'y a aucun souci. Et comme vous pouvez le voir, les tutoriels, il y en a à partir du 3, 4, 5, 6, c'est selon votre corps d'état, c'est comment j'attaque l'étude de prix en numérique, notamment en tenant compte de la 3D. Ce qui est intéressant majoritairement, c'est qu'une fois que la 3D est montée, on peut a priori varianter assez efficacement et tester plusieurs hypothèses pour le chiffrage. Voilà, et donc ce qu'on voit aussi se développer, là aussi, vous voyez, j'ai mis le BIM sur le chantier, mais
on est plus dans finalement l'utilisation de matériel numérique. Hein. Bon, évidemment, tout ce qui est drone et scan 3D, ça, on a fait des progrès hallucinants en termes de résolution et puis d'algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire des relevés en intérieur hyper efficaces, hyper rapides. Et évidemment, plus il y a de volume, moins les équipements sont chers. On voit se développer des choses qui permettent de faire de la réception de support. Donc ça, pour le coup, vous voyez, typiquement là, c'est je superpose ce que j'aurais dû voir par rapport à ce qui a été réalisé. Donc on n'en est pas à faire de la planéité, par exemple. Mais là, par exemple, on voit déjà si les huisseries sont au bon endroit. Bon, ça paraît tout bête, hein, mais c'est quand même des choses qui sont importantes. On l'a vu aussi sur le positionnement des mannequins dans les banches, ce genre de choses. Et puis aussi, quand c'est de la préfa, des QR codes qui sont positionnés sur les éléments qui doivent être mis en place. Le grutier a les éléments dans sa grue, ça lui indique où c'est stocké sur le chantier. Il les met en place, donc là on est plutôt sur de l'entrepôt logistique, des choses comme ça. Et puis vous allez pouvoir vérifier, là en l'occurrence c'est avec une tablette, que vous avez positionné les bons éléments aux bons endroits. Alors évidemment, on n'est pas au centimètre. Hein. Là, l'idée, c'est surtout de vérifier que les choses ont été positionnées là où elles devaient être et que, en termes d'autocontrôle, c'est quand même des sujets qui sont intéressants, puisque vous le savez, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Les bureaux de contrôle sont quand même de plus en plus nous demandent de faire de l'autocontrôle parce qu'ils ont de moins en moins le temps, eux, de s'occuper de nos chantiers. Et donc, je termine par rapport à ça. Alors là, on est... Hop, je reviens. Tu veux pas laisser Stéphane Drouet réagir? Si. Bien sûr. Merci. Oui, je souscris. Donc Stéphane Drouet, entreprise Drouet Bâtiment. Nous sommes spécialisés dans le logement. Juste pour apporter mon témoignage, je souscris à 100% de ce qui vient d'être dit par Julien. Nous sommes passés, à la maquette 3D pour les études de prix depuis bientôt 5 ans. Ça nous a apporté énormément en termes de qualité et en termes de précision sur nos études. On a supprimé énormément d'erreurs et ça nous sert tout le long de la vie du chantier pour vérifier l'adéquation entre les plans et ce qui a été étudié. Malheureusement, le constat est effectivement ce que tu as dit, Julien, c'est que nos maîtres d'ouvrage, notamment dans la partie promotion privée et logement, ne sont pas du tout enclins à mettre en place le BIM, sûrement pour une question de moyens, sûrement pour une question aussi de moyens humains, très certainement pas assez de maîtres de formés, pas assez d'entreprises formées. Et nous l'attendons vraiment avec impatience, le BIM. Ça nous éviterait, me semble-t-il, énormément d'erreurs. Dans le logement, on fait quasiment tout le temps les mêmes erreurs, d'une opération sur l'autre. Moi, ça fait 20 ans que je pratique. C'est vraiment assez choquant. Nous, on a mis en place les tablettes pour les chefs de chantier. Ils sont vraiment friands de ça. Et on n'attend plus que le déploiement par nos maîtres d'ouvrage. J'avais aussi une question. Est-ce que les différents centres d'enseignement, que ce soit éducation nationale, CFA, etc., ont bien pris la mesure de l'importance du BIM et les forment-ils bien en nombre d'heures? Est-ce que c'est bien dans les référentiels? Parce que nous, on va avoir besoin de tous ces jeunes-là qui vont arriver sur le marché dans peu de temps pour nous aider à mettre en place le BIM. Voilà. Oui, donc je peux apporter quelques précisions. Donc c'est vrai que le BIM, ça fait presque 10 ans qu'on en parle dans nos référentiels, dans les diplômes, avec un frein plutôt côté entreprise en disant nous, on n'en a pas besoin pour l'instant. Là, on commence à avoir justement des réactions, oui, ça nous intéresse. On en est un petit peu comme vous, on est plus dans une culture digitale qui se développe que vraiment le BIM. Je parle pour la voie professionnelle. Voilà. Hormis pour les techniciens études du bâtiment, options études d'économie de la construction, où là, on utilise vraiment le BIM et on va quand même à des niveaux qui vont permettre justement de faire des chiffrages. Au niveau des bac-pro, même des CAP, on voit bien que de plus en plus d'enseignants utilisent tout simplement la tablette qui va remplacer le plan papier, qui va permettre d'extraire des informations et qui va permettre de faire des réalisations. Avec la difficulté de trouver encore ces maquettes-là. Donc souvent, malheureusement, c'est encore les enseignants qui bricolent leurs maquettes pour pouvoir fournir la ressource. On a du mal à avoir des ressources de véritables réalisations. Mais on a quelque chose qui est bien installé. La plupart des enseignants qui n'étaient pas
initiés à ces formations, à ces principes, se sont presque tous formés. Surtout, je parle avec l'utilisation d'une visionneuse, donc aller extraire les informations. De plus en plus d'enseignants se forment aussi pour modifier ces maquettes, pour les adapter de façon à pouvoir les enrichir pour que les élèves puissent les exploiter. Et dans autre chose, on pilote aussi par les examens, dans les sujets d'examen, de plus en plus une maquette en IFC, une maquette BIM est fournie de façon qu'il est nécessaire d'extraire des informations. Et que ce soit en gros œuvres, en travaux publics, on a ce genre on a une maquette IFC qui est fournie. Je pense aussi au concours de recrutement des enseignants où il y a une épreuve pratique. Dans chaque épreuve, il y a les candidats qui se présentent pour être enseignants. Dans les ressources, est fournie une maquette IFC dans laquelle ils doivent aussi extraire des informations. Je parle pour le gros œuvre, voilà. Et une petite précision de M. D'Herbecourt de l'IUT de Marne-la-Vallée dans le chat pour ceux qui n'auraient pas accès au chat. Donc en IUT Génie Civil, le BIM est actuellement enseigné dès la première année. Le problème est effectivement pour la filière TP car il y a plus de retard. Et j'ajouterais effectivement sur le volet formation, on s'interroge avec l'académie, particulièrement dans le cadre du campus, des métiers des qualifications, à voir comment on pourrait permettre aux établissements de formation d'accéder ou d'acquérir des maquettes 3D de manière à ce qu'effectivement ils puissent y accéder et l'utiliser avec leurs élèves, quels que soient encore une fois les établissements de formation. Donc si vous avez des idées, on est preneurs. Avec plaisir, parce que c'est vrai qu'on a besoin de rejoindre la pratique en enseignement avec vos problématiques rencontrées sur le terrain en entreprise. Une piste qui pourrait être une piste de ressources de maquettes qui pourrait être creusée, mais je t'apporterai des précisions, mais c'est précisément le plan BIM, parce que je sais que pas celui-là, mais celui d'avant, moi j'avais beaucoup participé, et tous les projets sur lesquels on travaillait, une des exigences qu'on avait vis-à-vis des gens qui étaient autour de la table, c'était justement de libérer les maquettes pour qu'elles puissent être utilisées ultérieurement en IFC par qui le veut dans le cadre d'une formation. Donc si elles sont toujours dispo, ça peut être une ressource intéressante. Super. Et du coup, j'en profite effectivement sur le plan BIM. D'ailleurs, dans la newsletter du campus des métiers et des qualifications de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et la semaine prochaine, lundi prochain, donc 14 février, sur LinkedIn, sur la page LinkedIn du campus, on va effectivement relayer les tutos du BIM, les tutos BIM, du plan BIM, auprès de l'ensemble des personnes qui nous suivent dans le cadre du campus. Voilà, c'était la petite information. Et pour rassurer entre guillemets les entreprises, notamment Stéphane, on organise aussi donc avec là pour le coup les entreprises, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre de la région de France, un BIM Tour et donc une séance, on va dire, de sensibilisation, une journée quand même de sensibilisation, d'information au BIM pour effectivement donner à voir que c'est possible, comment on peut l'utiliser sur chantier. Donc d'ailleurs on a 2 retours d'expérience, donc un neuf, un en rénovation, pour faire en sorte que on avance un peu plus vite entre guillemets sur ce volet BIM. Donc la date ce sera le 31 mars d'ailleurs à l'ESTP à Cachan, de manière à pouvoir encore une fois avancer un peu plus vite sur ce sujet-là. Voilà, je te laisse continuer Julien. Oui, alors je quitte le BIM, mais c'était pour vous signaler que on avait fait le même constat que le BIM sur le Lean Construction, à savoir que on avait parié d'abord sur l'approche collaborative de la chose avant de se rendre compte que c'était pas évident, et donc du coup on revient pour parler du Lean Construction en disant à chaque entreprise, dans un premier temps, ne visons pas l'aspect collaboratif. Faisons-le chacun pour, j'allais dire, ce que ça nous apporte dans chacune de nos organisations. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais sachez que c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de revenir. Là encore, je dirais avec des ambitions peut-être un peu moindres que ce qu'on aurait pu envisager au tout début, vu la complexité d'organisation des chantiers. Mais voilà, en y allant pas à pas et à commencer par ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc là aussi, je dirais le Lean Construction, ça
commence souvent par un rapport d'étonnement. Et donc, typiquement, c'est le genre de choses que, quand on accueille un jeune dans l'entreprise, c'est un bon client pour faire ce rapport d'étonnement. Alors, ça peut être, c'est à son niveau et c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est quelque chose aussi qu'on a pu noter, nous, de notre côté. C'est un œil neuf peut permettre de mettre la machine en route sur le lean construction. Je rappelle, le principe, c'est quand même là aussi pour expliquer aux équipes pourquoi c'est intéressant de le faire, c'est de leur expliquer que on va leur permettre, grâce à cette approche, de se concentrer sur leur savoir-faire et sur leur valeur ajoutée, et qu'un maçon, on le paye pour tracer, implanter, couler du béton, le vibrer, et non pas pour déplacer du matériel à longueur de journée ou faire des reprises qualité. Et donc ça, une fois que c'est donc ça peut être motivant pour tout le monde, et ça peut venir effectivement des nouveaux arrivants. C'était vraiment un petit détail, mais voilà, pour vous dire qu'on a la même approche pour le Lean que celle qu'on a eue pour le BIM, à savoir réduire le champ de l'ambition pour être plus efficace. Alors, autre thématique que je souhaitais aborder ce matin, c'est les déchets de chantier. Alors là, c'est pas pour, c'est juste pour vous tenir informé des nouvelles règles du jeu qui vont arriver, et pourquoi du coup c'est important d'avoir un regain d'intérêt pour le sujet. Tout simplement parce que, à l'image de tout plein d'autres champs d'activité en global, on va voir arriver dans le bâtiment ce qu'on appelle un éco-organisme. Donc c'est exactement la même chose que ce que vous avez aujourd'hui pour Recilum, par exemple, pour tout ce qui est ampoule, néon et autres, éco-emballage pour ce qui est des éco-emballages, à savoir que sur chacun des produits que nous allons acheter dans le bâtiment, donc ça fait un nombre de produits monstrueux, vous l'imaginez, pour chacun, on va s'acquitter de ce qu'on appelle une éco-contribution. Donc c'est cette fameuse petite ligne quand vous achetez votre lave-linge où il y a marqué voilà le prix, dont éco-contribution, voilà le prix. Et là, ça va être exactement la même chose sur tout ce qui va être mis en œuvre dans le bâtiment. Et ça va entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Et donc, il y a des éco-organismes qui se sont positionnés pour faire le job. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement vous dire qu'il y a quatre groupes, 4 initiatives qui sont en lice pour avoir un agrément officiel, dont un, c'est pour ça que je vous en parle, spécifique à la filière minérale, qui s'appellera Éco-Minéraux et qui ne s'occupera que des déchets inertes. Donc en priorité, bien évidemment, les déchets du gros œuvre. Les déchets du gros œuvre, y compris ceux de la démolition, bien évidemment. Alors, vous le savez certainement, mais depuis le 1er juillet dernier, on ne parle plus de 5 flux, mais de 7 flux de tri des déchets sur le chantier. Donc, alors, quand on n'a pas de place, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, on est en droit de mélanger les 6 premiers flux que vous voyez à droite et de les trier sur une base arrière quand on ne peut pas le faire sur le chantier. Donc en l'occurrence, désormais, il faut systématiquement trier plastique, bois, verre, métal, les fractions minérales, papier, carton. Ça, possibilité de les mélanger, auquel il faut ajouter une benne dédiée au plâtre et une autre dédiée à l'amiante. Ça, c'est obligatoire. C'est juste que qui sont en place depuis le 1er juillet dernier. Je souhaitais quand même les rappeler. Et donc, l'idée, c'est que, comme je viens de vous le dire, ce qu'on appelle la REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs, est reportée au 1er janvier prochain. Mais vous imaginez bien que dans l'intervalle, on est en pleine négociation pour savoir ce que seront les futurs standards de tri. Parce que qui dit éco-organisme dit cahier des charges sur le tri des déchets, et pour le coup, il y a un vrai enjeu financier, parce que la contrepartie du fait que nous allons payer une éco-contribution sur les matériaux, c'est que nous allons normalement, je dis bien normalement, bénéficier de la reprise gratuite, en tout cas sans frais, des déchets sur le chantier.
vous imaginez bien que les éco-organismes, et notamment avec les déchetteries avec lesquelles ils vont conventionner, vont être très très vigilants aux standards de tri en question. Et donc il est d'autant plus important, donc ça encore une fois, ça c'est quelque chose qui va arriver au 1er janvier prochain, qui n'est à proprement parler, pas une révolution dans la façon d'aborder les chantiers, mais il va y avoir un vrai gros enjeu, notamment financier, au 1er janvier prochain. Et donc, il va falloir que les équipes sur les chantiers soient particulièrement vigilantes au tri qu'elles vont faire des déchets. Et a fortiori, si les jeunes arrivants, là aussi, ont un regard aiguisé sur le sujet, c'est forcément bien. Voilà. Ça, c'est... si vous avez besoin, évidemment, on rentrera plus dans le détail de cette notion-là. Mais enfin, là, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on allait avoir une nouvelle donne sur la gestion des déchets sur le chantier. Je ne sais pas s'il y a des spécificités, si vous voulez que je rentre plus dans le détail. Mais voilà, là, c'était ce que je voulais vous dire sur les déchets. Et dans le même état d'esprit, la prévention. La prévention, et je terminerai. Juste Julien, oui. Ouais, sur les déchets, là, on nous a demandé, je crois que c'était au 1er juillet 2021, de rajouter une clause dans nos bordereaux. Oui. Moi, je fais toutes les négociations avec mes maîtres d'ouvrage. Il n'y en a pas un seul qui m'a posé une question sur les coûts qu'on mettait. Alors, Voilà. ce c'est pas lié à la formation, mais on s'est décarcassé, essayer de trouver des formules, des machins pour mettre ça dans nos bordereaux. Donc, je pense qu'on enseigne aussi à nos jeunes. Et il n'y a personne qui m'a posé une question sur cette ligne qu'on a rajoutée dans les bordereaux depuis qu'on l'a mis en place. Déjà, c'est très bien de l'avoir mis en place parce que franchement, vous n'êtes pas nombreux. Je suis une bonne écolière, moi. J'écoute ce que la Fédé me dit, moi. C'est très bien, c'est très bien. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui s'affichent là, dans cette ligne et personne ne pose de questions. Tout le monde s'en fout. Après, c'est pas engageant, hein, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que s'il y a des changements au fur et à mesure du chantier, c'est pas... C'est de l'information. Voilà. Et justement, je pense que c'est contraignant pour les entreprises, mais ça a une vertu, c'est de commencer. Alors même si là, visiblement, personne pose de questions, normalement l'idée, c'est justement de commencer à sensibiliser la maîtrise d'ouvrage, à voir apparaître de manière plus concrète ça dans les devis, en leur disant, les amis, il va falloir commencer à prévoir qu'il y aura des coûts associés. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est très clairement, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que ça va coûter. On sait que le besoin global de financement annuel, il est à peu moins de 3 milliards d'euros pour l'ensemble du bâtiment, 2,7 milliards, je crois, selon les estimations de l'ADEME. Mais après, dire concrètement ce que ça va coûter, l'éco-contribution rapportée à une brique, à un bloc béton ou un mètre cube de BPE, aujourd'hui, personne n'est en capacité de le dire. Donc c'est encore un peu nébuleux, mais voilà, les obligations qui nous sont faites depuis le 1er juillet dernier, que vous respectez, elles ont à vocation pédagogique pour la maîtrise d'ouvrage. Et attention quand même, pour les entreprises, s'il y a une amende prévue pour tous les devis et toutes les mentions qui manqueraient. Hein. Donc si d'aventure vous vous faites contrôler sur ce sujet-là, ça peut vite chiffrer. Hein. Donc même si c'est chiant, il faut le faire. Petite question, Julien. Donc, est-ce que cette contrainte de tri, multiplication des bennes, sera obligatoire pour les lycées et les CFA, j'imagine, mais en tout cas pour les établissements de formation? C'est une super demande. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que le bâtiment va est concerné. Les TP ne le sont pas. Donc ça, c'est pas sans poser de problème. Je vais poser la question. Je ne sais pas comment vont se passer les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, chaque éco-organisme va conventionner avec les déchetteries, donc qu'elles soient communales ou avec les opérateurs de déchets que vous connaissez, pour rentrer dans le système de la responsabilité élargie du producteur. Ce qu'il faut que je vois, c'est est-ce que le CFA en tant que tel ou le centre de formation ou le lycée devient de fait producteur de déchets au sens où on l'entend dans la loi économie circulaire. Et si c'est le cas, alors il y a de fortes chances qu'il faille conventionner avec l'éco-organisme. Mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais le vérifier ça.
D'accord, et moi je relayerai l'information aux établissements de formation. Et Nathalie demande dans le chat s'il y a des formations spécifiques. Des formations spécifiques à quoi, Nathalie? Qu'aujourd'hui, il y a des monsieur déchets ou madame déchets qui sont formés dans les centres de formation de quelque nature qu'ils soient, parce que c'est vrai que c'est important en termes de coûts pour nous, entreprises, et c'est aussi, voilà, c'est une plus-value qu'on peut apporter dans nos études si on a des gens qui sont compétents là-dessus, sur la façon de réaffecter les déchets, enfin voilà, il y a un vrai enjeu, je pense, dans la construction, quand on voit tout ce qu'on gaspille, tout ce qu'on… je pense qu'il y a effectivement des formations, des diplômes spécifiques aux déchets qui pourraient être formés, qui pourraient être réalisés, je pense. Hein. C'est vrai que là, je ne connais pas de diplôme, mais c'est vrai qu'il est spécialisé, je pense qu'il y aurait sans doute des choses à faire. Par contre, c'est vrai que dans tous nos référentiels, il y a quand même quasiment toute une grande partie, un bloc de compétences qui est lié quand même à cette gestion des déchets. La preuve, là, c'est que dans le campus, il est organisé un hackathon, là, sur le thème de la gestion des déchets au sein des établissements. Donc là, c'est un petit concours qui va se faire sur les établissements, les 6 établissements du campus. Et le principe, c'est il y a un dossier d'entreprise, voilà, une situation, une étude de cas, et eux, pour répondre à cette situation de chantier, doivent prendre exemple sur ce qui est fait dans leur établissement. Et c'est vrai que dans chaque établissement, il y a une réflexion sur le tri et la gestion de ces déchets. Après, effectivement, sur des monsieur ou madame déchets de chantier, la problématique qui va se rencontrer, et c'est pas le sujet, mais c'est qui le paye ensuite, qui l'intègre. Est-ce que c'est des entreprises du bâtiment, du coup, qui ont ça à leur charge parce que s'il y a une grosse activité, ou est-ce que c'est les… Enfin, voilà, C'est le prorata. Oui, c'est ça, c'est le prorata, comme toujours. Juste une petite question. Les déchets, ça va de… En fait, la problématique des déchets, elle va du terrassement jusqu'à la livraison. C'est-à-dire qu'il y a tout le traitement des pollutions, etc. Enfin, tout ce qui est environnement, le traitement de l'environnement, du terrassement jusqu'à la livraison. Et c'est vrai qu'il y a un vrai boulot dans le bâtiment aujourd'hui, quoi. Une petite question, Julien. Il y a un site, donc déchets-chantier.fr ou bâtiment.fr, je vais le remettre dans le chat. Est-ce qu'il est à jour du coup ou est-ce qu'il intègre ces nouvelles évolutions? Est-ce que tu sais si ça les intègre ou pas? Alors pour le moment, ça peut pas les intégrer parce qu'en fait, donc, il me semble que le site est à jour des exutoires possibles par type de déchets. L'appli, en revanche, elle est plus à jour, donc il faut déjà avoir ça en tête. Hein. L'appli, non, mais le site, oui. Et alors après, non, comme je le disais, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le fonctionnement, quand les éco-organismes auront été désignés par la puissance publique, ils ont 4 rôles. Le premier rôle, c'est d'améliorer les performances de valorisation de la filière concernée. Donc, par exemple, dans les inertes, on est déjà à 76% de valorisation. On est de loin les meilleurs. Donc, on va essayer de pousser à 90% le taux de valorisation. Mais voilà, ça c'est partie des rôles de l'éco-organisme. Un des deuxièmes rôles, d'un autre rôle, pardon, de l'éco-organisme, ça va être de faire la publicité de ce à quoi il sert et d'encourager les filières à faire des progrès sur le sujet. Le troisième rôle et ce à quoi vont servir une partie des financements, c'est l'éradication des dépôts sauvages. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, hein, mais c'est qu'en l'occurrence, tous les dépôts sauvages actuellement, l'éco-organisme, une partie de l'éco-contribution qu'il perçoit, doit financer cette éradication. Et le dernier point, c'est ce que tu viens de dire, c'est que chaque éco-organisme va devoir conventionner avec les déchetteries. Et seules les déchetteries qui auront conventionné avec l'éco-organisme seront habilitées, entre guillemets, à faire profiter le système de la reprise sans frais, puisque c'est selon un barème qui est public, hein, c'est pas des choses qui se négocient, c'est une économie très dirigée, hein, le fonctionnement de responsabilité élargie des producteurs. Et donc chaque déchetterie conventionne avec l'éco-organisme, et j'allais dire après, c'est même plus à l'entreprise de se soucier de savoir où va partir ces déchets. Alors bien évidemment, comme l'a dit Nathalie, l'entreprise de gros œuvre
œuvre étant souvent chargée de la gestion globale de toutes les bennes, évidemment, elle va devoir se poser quand même la question de savoir où vont les bennes, si en plus elles ne sont pas traitées par les mêmes éco-organismes. Mais l'entreprise, j'allais dire, de corps d'État intervenant sur un chantier, elle va avoir sa benne dédiée, elle n'aura plus à se soucier de tout ça, ce que ça va coûter, dans la mesure où le coût supplémentaire qu'elle aura, dont elle se sera acquittée au moment de l'achat de sa fourniture, couvrira la reprise sans frais. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune idée de l'équilibre qu'il peut y avoir entre ce qu'il y a à éliminer comme déchets et ce que ça représente en vente, en équilibre sur les ventes de produits neufs, quoi. Je vais attaquer le dernier point là de cette partie d'évolution des métiers du gros œuvre. Là encore, vous allez me dire, c'est pas nouveau, oui, mais ce qui n'est pas nouveau, c'est que malheureusement, en maçonnerie, gros œuvre, nous ne sommes pas forcément exemplaires en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Alors, je vous ai sorti le bilan 2020, qui n'est pas un bilan très représentatif dans la mesure où on était en plein Covid et il y a eu de l'activité qui s'est quand même considérablement ralentie, au moins pendant 1 mois et demi, 2 mois. Néanmoins, c'est pour vous montrer que pendant que les autres secteurs d'activité progressaient, avaient peu d'accidents et avaient une baisse supérieure à moins 12,8%, qui est la moyenne globale qu'on a vue en 2020, nous, maçonnerie, gros œuvre, c'est le gros point vert tout à fait à droite. On a eu une baisse, mais qui n'est pas autant accentuée que nos petits collègues. Et puis, on est les premiers en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Alors ça, c'est pas du tout nouveau, et c'est complètement lié au fait que, comme je vous disais au tout début, on emploie 1/3 des salariés du secteur. Donc c'est fort normal qu'on se retrouve avec aussi une avec cette place-là dans les survenus d'accidents et de maladies. Néanmoins, ce qui est embêtant, et c'est là où plus c'est ce qui m'intéressait moi davantage par rapport à cette statistique de cette année, c'est que les causes ne changent jamais d'une année sur l'autre, et ça depuis fort longtemps. Et que, vous voyez, les principales causes d'accidents du travail, c'est toujours les mêmes. 47%, c'est des manutentions manuelles, 18% des chutes de hauteur et 15% des chutes de plein pied. Donc, et ça, c'est assez invariant, quelles que soient les années et quels que soient les programmes que nous mettons en place. Alors, c'est au niveau national, évidemment, ce que je vous dis là. De la même manière que dans les maladies professionnelles, les TMS représentent toujours 87% des maladies professionnelles du secteur. Donc là aussi, l'idée, c'est de se dire, ça ne bouge pas tellement de ce point de vue-là depuis quelques années. Alors les maladies professionnelles, ça risque pas de bouger tout de suite parce qu'il y a une vraie inertie entre le moment où les risques est pris et le moment où la maladie se déclenche, notamment quand il s'agit de TMS. Néanmoins, là c'est la localisation des TMS, je ne rentre pas dans le détail. Néanmoins, on se dit que l'équation, celle-là, elle est facile à résoudre, il n'y a pas d'inconnu. C'est-à-dire qu'améliorer les conditions de travail va renforcer l'attractivité des métiers auprès des jeunes et va favoriser le maintien dans l'emploi des seniors. Et là aussi, des inaptitudes, il y en a de plus en plus. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes à avoir en tête. Et c'est pas juste pour dire qu'on fait de la prévention. Donc là, on revient comme là, on fait la chasse aux tâches répétitives et pénibles. Et donc, typiquement, je voulais attirer votre attention sur le fait que on voit se déployer depuis quelques années, mais là, ça s'accélère considérablement, l'utilisation d'ergosquelettes. Donc, ce que je vous montre là, c'est il y a quelques années, on regardait de quelle manière et avec quel type de matériel ça pouvait être intéressant. Là, typiquement, c'est les tout premiers qui ont été testés. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une armure à la Robocop. Il faut savoir que les premiers qui ont déployé ça, c'était des dérivés de ce que dans les réalisations de films, ils appellent les Steadicam. Vous voyez, en fait, le principe, c'était des outils qui servaient à compenser le poids de la caméra pour l'opérateur. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, on est passé d'outils tels que vous le voyez là, il y a quelques années, qui avaient été utilisés dans une entreprise de Stuck et Staff, notamment sur des chantiers un peu prestigieux à Paris. Et vous voyez, on commence à arriver sur des choses beaucoup plus petites, beaucoup moins encombrante, et puis surtout qui se déploie, l'offre a s'est considérablement étoffée, avec des gens qui sont des pure players entre guillemets du bâtiment, qui se sont emparés du sujet. Donc là, chez Hilti, maintenant, vous en trouvez depuis début 2021, et puis vous en trouvez aussi à la location.
Et donc, du coup, on a, nous, des entreprises, donc ça, typiquement, c'est une entreprise de l'UMGO, voilà, qui dit, bah voilà, moi, je teste les ergosquelettes. Et alors, elles s'y prennent là aussi, il faut le faire là aussi, si ça vous intéresse, de manière organisée. C'est-à-dire qu'il faut avoir réfléchi préalablement à toutes les tâches qui peuvent être concernées et partout où ça peut être intéressant de le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu des expérimentations où, en gros, on a déposé des ergosquelettes dans la camionnette de l'équipe de chantier en leur disant « Tenez les gars, regardez si ça peut vous servir ou pas ». Très très vite, on s'est rendu compte que les ergosquelettes n'étaient pas utilisés pour la simple et bonne raison que dès que votre tâche n'est pas répétitive et très polyvalente, c'est très compliqué d'utiliser les ergosquelettes. En revanche, quand les tâches concernées sont répétitives ou que vous avez tout le temps les bras levés et que vous transportez des électroportatifs par exemple, là ça devient franchement intéressant de les utiliser. On n'est pas dans de la robotique, là on est vraiment sur des systèmes de vérin ou d'élastique qui permet finalement d'avoir un support qui ramène sur les articulations du bas du corps, donc qui sont les plus robustes, tous les efforts qui sont consentis par le haut du corps. Donc c'est exactement ça le principe, et le principe c'est de régler la force de rappel ou la force des vérins de manière à ce que ça compense complètement le poids de ce que porte l'opérateur. Voilà. Et donc nous, j'attirais votre attention là-dessus parce que, eh bien, on commence à le voir se déployer de manière. Alors, je ne vais pas vous faire croire que c'est un déploiement massif, hein, justement, je pose la question, est-ce qu'on va vers un déploiement massif? Mais on le voit de plus en plus testé, justement, à la faveur de ce que ça peut être loué. Donc, au moins, quand vous le louez, vous ne l'achetez pas et vous regardez ce que ça peut vous apporter. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'était avec ça que je voulais terminer mon propos sur la prévention. Donc, toujours l'apport, bien évidemment, je ne reviens pas sur des choses que vous pratiquez dans les centres de formation, dans les lycées, partout, sur le port des EPI, etc., mais c'est forcément très, très important. Mais voilà, c'est ce vers quoi aussi on commence à aller. Donc je ne sais pas d'ailleurs si c'est des choses qui sont utilisées un petit peu dans les centres de formation, ça m'intéresserait de le savoir. Et c'est par ça que je termine mon propos sur les évolutions que nous notons pour les métiers du gros œuvre. Merci Julien. J'avais Stéphane Drouet qui voulait à un moment donné prendre la parole. Stéphane? Non, c'est bon, Séverine, merci. Ok, très bien. Du coup, des réactions à la question de Julien? Oui, Nathalie? Micro, Nathalie, qui fonctionne pas. Oui, sur la prévention, il y a quand même une chose qu'il faut signaler, c'est que le Covid nous a permis d'avoir des bases de vie un peu plus propres, qu'il faut arriver à maintenir ça. Et ça, c'est un élément important aussi pour l'image de notre métier, parce que c'est vrai qu'attirer des jeunes quand c'est vraiment c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, quand même, avec le Covid, on a eu des dispositifs de nettoyage plus forts et on a amélioré nos bases vie. Donc, il faudra arriver à garder ça, ce qui va être compliqué parce que ça coûte et que nos maîtres d'ouvrage, ils commencent déjà à serrer les prix là-dessus. Mais c'est un élément important pour l'image de notre métier aussi. Oui, qu'on parle d'hygiène et de prévention. C'est important effectivement d'élargir le périmètre à l'hygiène de vie et l'hygiène sur les chantiers. Ça, c'est vraiment important et beaucoup d'entreprises s'y intéressent en lien avec quelques maîtres d'ouvrage. Donc ça, Nathalie, vous avez complètement raison. Juste sur les ergosquelettes, on voit aussi pas mal fleurir effectivement des essais en tout cas d'utilisation dans d'autres corps d'État en électricité. Effectivement, l'entreprise Stafestuc dont tu parlais tout à l'heure, on est sur les métiers de plâtrerie, plâtrerie et staff en particulier. Et c'est vrai, moi pour l'avoir testé, ce petit ergosquelette de Hilti, c'est très compact, très facile à utiliser et moins coûteux que ce qu'on pouvait rencontrer il y a encore 5-6 ans sur le marché pour les entreprises. Des réactions effectivement sur l'utilisation de ces ergosquelettes dans vos entreprises respectives les uns les autres? Sinon, vous ne les utilisez pas non. Pas utilisé en centre de formation non plus.
C'est pas très étonnant, mais bon, sachez que c'est des choses que voilà, qu'on regarde de manière plus attentive. Aujourd'hui, il y a d'autres systèmes de bras déportés, ils appellent ça des bras 0G, c'est des choses qui sont accrochées cette fois-ci aux structures d'échafaudage, des choses comme ça. L'idée étant toujours de compenser le port de la machine, notamment quand c'est un gros perfo qui pèse 10 kg à bout de bras, quand vous n'avez plus à le porter, mais juste à le diriger, c'est quand même franchement plus agréable. Et pour compléter ce que disait Nathalie sur l'effet Covid, il y a un effet qu'on a noté, c'est le port du masque. Alors on a tous été maintenant habitués à porter des masques, y compris ceux qui vont pas sur le chantier. On a tous noté qu'un chirurgical c'était embêtant, un FFP2 ça devenait contraignant, alors un FFP3 ça devient super compliqué. Or aujourd'hui il y a beaucoup de tâches où on explique qu'il faut bosser avec un FFP3. Et donc là aussi, il y a une réflexion à avoir, indépendamment même des exigences qui sont liées à la silice cristalline alvéolaire ou des choses comme ça, qui de toute façon nous imposent des protections respiratoires plus pointues qu'un simple FFP3. Mais néanmoins, le port du masque, ça a eu aussi un effet, le Covid a eu aussi un effet sur l'appréhension du port du masque d'une manière générale sur les chantiers. Je vous propose de prendre la suite. Donc juste un petit point effectivement emploi et lien avec la formation initiale particulièrement que je me permets de faire. Attendez parce que du coup moi, je vais prendre mes petites diapos. Juste un petit retour. Donc en Ile-de-France, on a 5743 entreprises. C'est à peu près 14 des entreprises du bâtiment en Ile-de-France et qui emploient 30% des salariés en production dans le bâtiment. Tu le disais effectivement tout à l'heure, Julien. On est le corps d'État en maçonnerie et gros œuvres qui employant le plus grand nombre de salariés, donc près de 30 000 maçons en Ile-de-France. Les besoins en recrutement annuel s'évaluent à près de 1300 besoins annuel en recrutement. Alors ça, c'est une étude qui sort, alors différentes études d'ailleurs, des travaux du contrat d'études prospectives liés au marché du Grand Paris et des Jeux Olympiques, entre autres, mais aussi liés à la transition écologique qui font apparaître ces besoins-là sur l'horizon notamment 2019-2024. Et quand on regarde par rapport aux jeunes sortant de formation initiale, on évalue à 460, entre autres, en grosso modo, le nombre de jeunes qui sortent de formation initiale et qui vont mener au métier de maçon. Donc on constate effectivement des écarts importants, et ça vous le savez tous, entre les effectifs en formation initiale et les prévisions de besoins en recrutement. Donc effectivement on a un gros enjeu d'attractivité et de formation de jeunes pour pourvoir les besoins en recrutement de nos entreprises. Donc si on passe sur la diapositive d'après, on voit bien effectivement que le corps d'État en maçonnerie, les grosses œuvres, est le corps d'État le plus critique en termes de tension de recrutement. Donc je vous ai remis les chiffres, donc c'est assez flagrant, 460 sortants par rapport à peu près 1300 besoins chaque année. Et donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment œuvrer, on le fait déjà tous, pour attirer encore davantage et continuer à former des jeunes dans notre secteur d'activité. En formation initiale, on tente aussi via de la formation de demandeurs d'emploi, parce qu'à un moment donné, on sent bien que ça suffit pas d'attirer des jeunes dans nos formations initiales, mais on a quand même d'ores et déjà un gros enjeu d'attractivité dans vos filières de formation à compléter et parce qu'effectivement on a quand même un nombre d'établissements de formation important sur le sujet du gros œuvre, mais voilà, on doit encore améliorer la communication pour attirer ces jeunes vers nos filières. Alors du coup, on ne fait pas rien dans nos actions. Donc vous voyez effectivement la bourse emploi qu'on a pu mettre en place alors au niveau Île-de-France et plus particulièrement en Seine-et-Marne. Je le rappelle, du coup, ça me permet de rappeler que cette bourse emploi existe. Donc vous la retrouverez pour tous les territoires de France d'ailleurs sur le site lebâtiment.fr, ce qui vous permet aussi, je me permets vraiment d'attirer votre attention là-dessus, ce qui vous permet de dire à vos jeunes, voilà, là où il y a des offres d'emploi existants et là où ils peuvent du coup postuler. Que ce soit d'ailleurs pour postuler pour des recherches de stage en entreprise, parce que c'est pas parce que une entreprise ne communique pas sur une offre de stage qu'elle n'est pas à l'écoute
de recherche de stagiaires en formation initiale. Et puis voilà, nous on a un site, donc ça renvoie vers les sites locaux. Donc on recense les offres d'emploi à la minute près, j'ai envie de vous dire, sur ces sites, sur ces bourses à l'emploi à disposition de vos jeunes. Sur la suite de la diapositive, voilà d'autres outils donc à votre disposition, notamment pour attirer et jouer sur l'attractivité des métiers, parce qu'effectivement c'est un atout important. Tu veux peut-être parler, Julien, du tuto UMGO? Ouais. Alors ça pour le coup, c'est une application et un site internet qu'on a développé. Donc qui s'appelle UMGO Tuto, les bons gestes en maçonnerie. C'est complètement libre d'accès, c'est voulu, ça n'a pas été réservé aux maçons de la Fédération française du bâtiment. Et donc en fait c'est une appli qui a été pensée pour compléter les outils dont pouvaient disposer notamment les enseignants. Dans l'idée, c'était de dire quand j'accueille un jeune ou quand j'accueille un intérimaire, par exemple, que avec qui j'ai pas l'habitude de travailler, des choses comme ça, je vais lui rappeler à partir de toutes les vidéos que nous avons faites, des vidéos qui sont courtes, 5 à 6 minutes, les fondamentaux du geste qu'il va devoir accomplir. Ça n'a pas du tout la prétention à apprendre le geste, ça résume les attendus quand il va s'agir, comme vous pouvez le voir, de poser un prémur, de faire une maçonnerie à joint épais, d'utiliser des blocs à bancher, de réaliser un mur en briques de parement. Bon, il y a 24 vidéos en ligne et comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans de la vidéo de gros bricoleurs, hein, parce qu'en l'occurrence, les gros bricoleurs, un prémur ou une prédale ou même des branches, ils vont pas avoir à les utiliser. Donc du coup, vous retrouvez soit sur le site bâtisson.fr, soit via l'application qui est libre, comme je le disais, de téléchargement, qui s'appelle UMGO Tuto. Vous récupérez l'accès à l'ensemble de ces vidéos. Et pour les jeunes, on avait pensé, donc les jeunes en formation, on a pensé accompagner du coup ces vidéos. Bon, d'un petit quiz, voilà, qui ne se veut pas un quiz de sanction, c'est vraiment un quiz de validation de, voilà, ce que je viens de regarder. J'ai quelques questions qui me sont posées, 8 à 10 questions à chaque fois, pour valider que les priorités de ce qui ont été des messages diffusés dans la vidéo ont été assimilés. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose qui est tout à fait destinée aux enseignants dont ils n'ont malheureusement pas assez connaissance. Bon, par définition, parce que nous on a du mal à toucher les enseignants. Donc là-dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment pour vous que c'est fait. Emparez-vous-en. Et puis du coup, on a aussi plein d'outils qu'on développe cette fois-ci pour les entreprises adhérentes de la FFB. Et là aussi, on est tout à fait disposé à en faire bénéficier les enseignants. Alors, pas les élèves parce que on sera incapable d'en donner suffisamment, mais au moins les enseignants. Et donc, typiquement, je vous donne un exemple. Pour ce qui est du gros œuvre, notre best-seller, c'est ce qu'on appelle le carnet de tolérance. Donc, c'est un ouvrage très simple qui va piocher tous les DTU qui de près ou de loin touchent au support que nous livrons et qui rappelle toutes les tolérances, qu'il s'agisse de planéité, de géométrie, de bullage, etc., etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, notamment par rapport évidemment aux discussions qu'on peut avoir avec les autres corps d'État. De manière plus globale, on a une plaquette. Oh, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci sur le carnet de tolérance. Tu me rediras comment je peux leur faire passer. Alors peut-être en version numérique, je ne sais pas comment ce carnet. Ouais. Alors, me permet on en a quelques versions. C'est pour ça que je disais pour les enseignants, par exemple, on peut en distribuer en version papier. Et voilà, en l'occurrence, c'est même pas papier, c'est vraiment du plastifié. C'est à l'épreuve du chantier, je dirais. Mais effectivement, après, pour les besoins, on peut transmettre des PDF ou des extraits en PDF. Bien sûr, tu as raison.
Je te passerai une petite commande et je le passerai aussi aux entreprises. Nathalie, j'ai vu effectivement ton intérêt. Je vous ai remis aussi le lien vers le tuto UMGO. Il y a donc aussi une appli sur smartphone. C'est ça qui est aussi intéressant à faire valoir. Et c'est aussi tout l'objet de ces rencontres, c'est justement de vous donner de mettre à votre connaissance tous ces outils à votre disposition. Surtout, Julien, si jamais il y a des outils qui seraient aussi à disposition des enseignants et qu'on n'aurait pas intégré là, après la rencontre, n'hésite pas à me les transmettre et je leur ferai parvenir. Tu parlais de toute manière d'une campagne de communication, c'est ça? Je te laisse continuer. Là, on a, ça c'est une plaquette qu'on a faite où on communique sur les métiers du gros œuvre. Là aussi, l'idée c'est aussi quand, vous savez, parfois on est un peu démunis quand il y a des salons de l'orientation, des choses comme ça. Donc c'est juste que vous sachiez que on a ce genre de plaquette qui présente les métiers et les filières de formation initiale qui permettent de les exercer. Donc voilà, on l'a fait autant que ça serve. Et puis effectivement une campagne de communication qu'on a lancée l'année passée qui s'appelle Fier d'être maçon, donc qui est massivement relayée sur les réseaux sociaux. On a acheté de la pub sur YouTube. Alors là pour le coup c'est pas une action, je tiens à le signaler, qui est propre. Enfin on n'est pas les seuls. Vous imaginez bien que c'est des campagnes qui coûtent relativement cher. Donc on est autour de la table avec les Compagnons du Devoir, avec tous les fournisseurs, que ce soit la Fédération française des tuiles et briques, l'industrie de la préfa, le BPE, tout le monde s'est mis autour de la table pour participer à cette campagne de communication avec des ambassadeurs qui ont été qui ont postulé, qui ont fait des petits films, enfin voilà, des choses qui ont bien fonctionné. Et la chance qu'on a eue, et je dis bien la chance parce qu'il y a un moment, les planètes se sont alignées. On était entre une fin de crise Covid et un début de ventre mou du début de l'été. Et donc du coup, toutes les télés se sont intéressées à ce qu'on faisait. Donc on a eu droit à un télématin assez long sur les maçons, à quoi ça sert et le nombre d'emplois à pourvoir. On a eu un 20h de TF1, ce qui est complètement inespéré pour moi à mon petit niveau. On a eu pas mal de relais aussi parfois, chaque fois qu'on se déplaçait là. Donc typiquement, on a fait nos rencontres à Pau. Voilà, il y a France 3 Pau Sud-Aquitaine qui est venu faire un reportage et du coup, comme vous pouvez le voir, qui est allé voir au CFA comment ça se passait. Voilà, autant de choses sur lesquelles on a bénéficié de pas mal de retombées médiatiques, ce qui fait que, évidemment, on lance la saison 2 de la campagne de communication dès maintenant. Donc voilà, on continue à aller sur les réseaux avec les choses que vous connaissez mieux que moi au contact des jeunes, c'est que l'utilisation des réseaux est massive et qu'il y a des réseaux spécifiques pour eux, typiquement TikTok et autres, qu'on n'a pas encore nous investi parce que très simplement il faut avoir les codes et il faut savoir un petit peu comment se pencher sur ces questions-là. Donc c'est sur quoi on va se concentrer désormais, avec notamment toujours les mêmes objectifs d'améliorer l'image que le grand public peut avoir du métier, parce qu'il faut aussi, on a bien conscience qu'il faut aussi convaincre les parents, pas simplement les jeunes, informer sur le métier et avec des messages que, voilà, ce que vous connaissez, mais sur la variété du métier, la beauté de ce qu'on fait, la fierté que ça engendre d'avoir travaillé sur ces ouvrages-là, l'intérêt de travailler en équipe, les évolutions de carrière possibles et puis la technicité et la modernité du métier. Voilà. Et du coup, ça fait très bien le lien avec les WorldSkills, puisqu'effectivement, donc, c'est au travers de cette compétition aussi qu'on peut attirer et promouvoir en tout cas les métiers, quels qu'ils soient, mais particulièrement donc les métiers de la maçonnerie. Donc, puisqu'on sont lancé la 46e édition de cette compétition internationale, alors régionale d'abord, puis nationale et internationale en 2024 d'ailleurs en France, faut le souligner. On vous invite vraiment à communiquer sur cette compétition auprès de vos jeunes, d'ailleurs quels qu'ils soient, puisque c'est tout jeune de moins de 23 ans à l'âge, en 2024, voilà, au moment de l'événement international, et donc jeunes actifs.
jeunes apprentis ou jeunes lycéens peuvent s'inscrire à cette compétition des WorldSkills. C'est un bon moment aussi pour eux de se perfectionner, d'apprendre à travailler un peu différemment parce que on se met en mode challenge, en mode gestion de projet aussi. Donc du coup, c'est un bon moyen de pouvoir et pour eux se performer et pour la filière de continuer à promouvoir et à attirer. On espère, en tout cas, on veut essayer de mettre le paquet sur la communication sur cet événement donc qui est lancé. On a terminé avec cette... voilà, vous trouverez dans le PowerPoint les infos pour aller plus loin sur les WorldSkills. Je voudrais garder les 10 minutes qui restent pour les échanges. Et je suis pas revenue sur cet échange-là dans le chat, mais quand on parlait tout à l'heure des besoins en emploi, ça fait écho. Alors, c'est M. D'Herbecourt qu'on parlait pour l'IUT, mais j'imagine que c'est le cas pour d'autres établissements de formation. Et sans vouloir, j'espère ne pas mettre en difficulté l'académie, mais je sais que c'est un problème. Souvent, en fait, on a des problématiques pour attirer les jeunes, mais on n'a aussi pas assez, en fait, de formateurs. Dans les établissements de formation, c'est en tout cas la remarque que vous faisiez, Monsieur D'Herbecourt, dans le chat. Effectivement, c'est pas le problème de recruter, c'est pas le nombre de dossiers qui pose un souci, c'est l'offre de formation compte tenu du manque de ressources humaines, et notamment enseignants. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on pourrait travailler. On y travaille souvent entre l'académie et la fédération aussi pour voir comment on peut parfois sourcer et recruter des enseignants pour les établissements de formation. Donc ça, on y retravaillera, j'imagine, M. Baron. Oui, alors juste un élément, c'est-à-dire que les taux de pression quand même dans tous les établissements, je parle toujours pour la voie professionnelle, sont inférieurs à 1. Ça veut dire qu'on a toujours de la place, c'est-à-dire qu'on a des formateurs. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, ça se stabilise sur l'académie de Créteil. Ça veut dire qu'on a quand même des équipes qui sont restées stables. Mais c'est vrai qu'on souffre d'un problème d'attractivité au niveau de la région aussi. Ça veut dire que c'est un concours national et quasiment la moitié des enseignants qui sont nommés dans l'académie de Créteil démissionnent pour retourner dans leur académie d'origine. Et ensuite, donc on recrute des professeurs contractuels pour assurer des missions. Alors, c'est des missions qui durent sur plusieurs années. Et c'est vrai que sur l'académie de Créteil, globalement, on a à peu près stabilisé les choses. Mais tous les ans, c'est vrai qu'on a besoin de trouver quelqu'un, c'est pas facile. Voilà. Stéphane Drouet dans le chat nous dit « Nous recherchons 9 alternants. » À quel niveau, Stéphane, 9 alternants? Alors, des alternants, en fait, pour devenir chef de chantier à terme, puisque nous aurons une belle vague de départ en retraite dans 5 à 10 ans. Et nous avons besoin de les remplacer, bien entendu. Nous faisons de la promotion interne, bien entendu, mais toute la vague de promotion interne aussi, il faut la remplacer. Donc, en fait, nous recherchons actuellement des aides chefs d'équipe qui vont monter chef de chantier, assistant chef de chantier à terme. Donc, plutôt niveau bac technique, bac pro, ou sinon IUT, bien entendu, ou autre, bac +2, plutôt en alternant, mais qui souhaitent rester sur le chantier. Ok, et j'ai M. Valère qui nous dit « Appelez-moi, nous recherchons des entreprises partenaires. » De toute manière, la mise en relation, on va la faire. On va transmettre effectivement vos coordonnées à tous, les uns les autres, si vous en êtes en tout cas bien d'accord. Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi avant que je transmette vos mails et téléphones. Mais ça m'étonnerait. Et sur l'IUT, Gilles, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on creuse à voir avec la direction de l'IUT ou peut-être autrement. Mais oui, il y a un besoin, à mon sens, de creuser cette question d'enseignants et du coup de places disponibles auprès des jeunes, parce qu'on voit quand même que le niveau aussi de recrutement des entreprises a augmenté. On recrute toujours du côté, au niveau CAP, au niveau bac pro, au niveau BP,
BP, pardon. Mais on recrute aussi de plus en plus, et ça c'est l'organisation des chantiers qui veut ça, des jeunes au niveau Bac+2. Et à un moment donné, il va falloir vraiment que nos établissements de formation suivent, hein, d'autant que sur le volet génie civil, on n'a pas forcément beaucoup d'établissements de formation à ces niveaux-là, en tout cas pas suffisamment au regard des besoins des entreprises. Donc il y a un vrai point à creuser à ce niveau-là. Est-ce que... Oui, allez-y. Ouais, je veux bien intervenir, puisque là, au niveau des IUT, on est en pleine mutation, puisqu'on passe en Bac+3, en but. Ceci dit, l'avantage du Bac+3, c'est qu'on va intégrer énormément de stages. Alors, pour l'instant, c'est des stages. Nous, on réfléchit à faire la 3e année en apprentissage. Hein, donc, mais en 3e année, c'est un stage long. Donc, on va avoir obligatoirement des liens plus importants avec les entreprises. C'est vrai que actuellement on n'en a pas énormément en dehors des stages, mais c'est un stage de 4 semaines, donc ça n'intéresse pas forcément toutes les entreprises, quoi. Et donc je pense que ce partenariat, il va être imposé par la réforme qu'on a actuellement. Merci Gilles pour cette précision, parce qu'effectivement c'est important, les entreprises n'ont pas forcément ces informations-là non plus, et c'est tout l'objectif de ces rencontres, de pouvoir bien le repréciser. Donc là je pense que les entreprises autour de la table, et en tout cas nos adhérents seront intéressés par cette info-là. Alors des petites infos dans le chat, n'hésitez pas à nous contacter, nous mettons en place une formation d'équipe pour la rentrée d'octobre 2022 au CFA de Brétigny, donc ça c'est effectivement des informations importantes. Tous les projets aussi des établissements de formation sont importants à nous remonter parce que c'est aussi un bon moyen de le faire valoir aux entreprises. C'est tout l'enjeu aussi alors, tout le travail de la fédération jusqu'à présent, mais aussi là du campus des métiers et des qualifications. C'est aussi de pouvoir communiquer sur vos formations existantes, vos projets de formation. Et en tout démarrage, j'ai pas bien noté votre nom, Monsieur Ramadani me demandait le contenu des formations et la liste des établissements de formation. Donc c'est vraiment une attente quand même des entreprises de pouvoir comprendre effectivement ce qu'il y a derrière chaque niveau de formation, et puis de pouvoir être mis en relation avec vous, les établissements de formation. Et Nathalie Kopf nous dit donc il faudrait aussi développer des cycles courts de formation pour nos collaborateurs, pour des mises à niveau prévention environnement. Alors effectivement, ça, on le fait un peu déjà, mais c'est à travailler encore plus, et notamment en lien avec vous, hein, les entreprises. Et je rebondis d'ailleurs sur le tout début de la conférence où on nous parlait de la mixité bois-béton. La filière bois, qu'on rencontrait la semaine dernière, nous disait qu'il montait des dispositifs aussi de formation courts pour amener les collaborateurs des autres corps d'État, donc comme maçonnerie mais pas que, à pouvoir œuvrer sur des constructions, alors là pour le coup pour travailler dans des constructions de bois, en intégrant du coup les particularités du bois. C'est des choses qu'il va falloir effectivement qu'on croise avec vous, les entreprises de la filière gros œuvres entre autres, mais oui, il y a un travail important là-dessus. Alors Stéphane Drouet nous dit « Je n'oublie pas la formation initiale avec les stages pour recrutement par la suite ». Ça c'est bien. Comment fait-on avec les mineurs? Les prendrez-vous? Alors la question importante effectivement de M. Valère. Les mineurs. Non, on ne prend pas les mineurs. Oui, on a vraiment un souci avec les mineurs. Effectivement, c'est problématique pour les transports, c'est problématique pour beaucoup de choses. Inspection du travail sur les machines dangereuses, il y a vraiment une problématique pour nous. Hein. C'est pour les grosses entreprises, me semble-t-il. Sur un code juridique, donc c'est prévu jusqu'à partir de 16 ans, mais c'est vrai que sur les faits, tous nos élèves sont mineurs. Hein, voilà, donc c'est vrai qu'on a du mal à trouver des périodes de formation au milieu professionnel. Et l'apprentissage, voilà, c'est pareil. Il y a peu de besoins, mais de l'autre côté, il y a peu d'entreprises qui accueillent des élèves de 16 ans. Voilà. Donc, et c'est notre cible, voilà. Oui, juste pour compléter, lors de la dernière réunion là, du conseil d'administration de Marne-la-Vallée, ça a été une demande des entreprises d'avoir des jeunes plus jeunes, c'est-à-dire d'avoir des mineurs, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que la formation et
l'adaptation des jeunes à nos métiers, elle doit se faire plus tôt. Alors, il y a peut-être un côté un peu paternaliste dans la démarche, mais c'est vrai que les entreprises que j'avais autour de moi ont fait cette demande. Et aujourd'hui, on est bloqué par les contraintes qu'on a, notamment avec l'inspection du travail, pour pouvoir former des gens très jeunes. Moi, j'en ai un. Bon, je sais très bien que si j'ai un contrôle, j'aurai des soucis, quoi. Mais c'est le seul moyen d'avoir des jeunes qui vont devenir des maçons, qui vont participer à la production. Aujourd'hui, on arrive à recruter des conducteurs de travaux, il n'y a pas de problème, mais des gens qui produisent, c'est très compliqué. Et on voit que le bâtiment est un des rares secteurs, et de gros œuvres, où on peut démarrer manœuvre et finir chef. Enfin, il y a toute une progression dans l'entreprise qui peut se faire. Et si on arrive effectivement à former des jeunes à 16-17 ans, je pense qu'on arrivera plus facilement à continuer à produire, parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est d'avoir des gens pour la production. C'est pas l'encadrement, enfin, les chefs, comme disait Stéphane, mais la production, on n'a personne. On a des bons à rien. Je pense que vous avez raison par rapport aux jeunes, mais qu'il faut prendre de plus en plus jeunes. Mais c'est vrai que quand je regarde une grande partie des PFP, sont faites dans des toutes petites entreprises de 1 ou 2 personnes, et quand on regarde au niveau de l'attractivité, voilà, je veux dire, souvent c'est la brouette qui va faire toute la journée, voilà. Et là, en termes d'image, on dégoûte certains de nos gamins. Hein, voilà, je sais pas, il ne faut pas généraliser. On a aussi des artisans qui sont tout seuls et qui font des choses remarquables. Mais c'est vrai que des fois, ils vont se dire, ils n'ont pas le temps de s'en occuper, voilà. Alors que quand ils vont dans des structures un petit peu comme les vôtres, qui sont un peu plus importantes, l'encadrement n'a rien à voir. Je veux dire, il y a vraiment un véritable accompagnement, voilà. Et une sensibilisation à tous les éléments qui ont été évoqués, voilà. Mais c'est vrai que sur un plan législatif, je sais que vous rencontrez des difficultés pour les mineurs. Et ça fait longtemps, hein. Je me rappelle, Olivier, on avait effectivement travaillé sur une fiche un peu particulière sur l'accueil de jeunes mineurs en stage, etc., qu'on avait transmis à nos adhérents. Faudrait, je pense, qu'on la remette peut-être au goût du jour et qu'on travaille ce volet, alors je sais pas comment, mais réglementation, enfin voilà, à voir comment on peut en tout cas faire croiser le besoin, en tout cas le souhait des entreprises d'accueillir des jeunes effectivement assez jeunes pour pouvoir les accompagner dans leur formation, les fidéliser dans la filière et leur montrer tout l'intérêt d'intégrer notre secteur d'activité, et en même temps avec les contraintes qu'elles ont aujourd'hui et qu'il faut pouvoir lever de manière à ce que l'accueil soit le plus confortable et acceptable possible par ces entreprises aussi. Il y avait aussi la question des femmes dans le chat. Vous êtes tous favorables à avoir des femmes dans le secteur du gros œuvre. Nous aussi, ça tombe bien. Donc effectivement, plus on communiquera sur la mixité de cette filière, en tout cas du secteur du bâtiment, mais aussi de la filière gros œuvre, ça c'est important. Je tiens à souligner qu'on arrive toujours à attirer quand même de façon très ponctuelle quelques jeunes filles ou jeunes femmes, même en reconversion. Ça c'est important quand même à noter. Ça veut dire que c'est possible. Donc continuons effectivement nos efforts de communication auprès des femmes ou des filles. Et c'est effectivement par ces différents leviers, que ce soit la prévention, l'hygiène aussi sur la base vie, l'évolution professionnelle, le côté environnemental, ça peut aussi attirer. Et de toute manière qu'on essaye de communiquer auprès des filles ou des garçons, ce sont les mêmes axes qu'il faut développer en termes de communication pour attirer dans notre secteur d'activité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez dire, Nicolas? Non, mais il faut en profiter. Là, on a le corps enseignant en face de nous. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, il ne faut surtout pas hésiter, quoi. Du côté des CFA, des lycées, d'autres choses à dire? S'il y a des dates avec les écoles de rencontres avec des entreprises et de forums Alors, effectivement, on va revenir vers vous. C'est vrai que tu vois, Olivier, dans mon petit questionnaire, je n'avais pas pensé à demander les portes ouvertes, etc. Je vais le demander, du coup, de manière à ce qu'on puisse bien communiquer sur vos dates de rencontres et de portes ouvertes ou de rencontres avec les entreprises que vous pourriez tous organiser. Et puis surtout aussi, je vous donne rendez-vous en avril pour un colloque que nous organisons, alors qu'on est en train de programmer notamment en termes de date,
date et qui sera donc un colloque de restitution de l'ensemble de ces rencontres, puisqu'il y a 7 rencontres organisées du 2 au 18 février. Et donc l'occasion de restituer, l'occasion aussi de rééchanger sur des sujets un peu plus globaux et transversaux entre les filières de notre secteur d'activité. Et ce sera l'occasion de remettre les prix de notre hackathon dont parlait Jean-Michel Baron tout à l'heure, le hackathon du campus sur la thématique justement de la gestion des déchets et du réemploi des matériaux. Merci à tous. Et je reviendrai effectivement vers vous avec l'ensemble des informations, un petit questionnaire que je vous demanderai effectivement auquel je vous demanderai de répondre. Et puis, voilà, les liens commencent à se faire ou continuent à se faire avec les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Un grand merci à tous. Merci beaucoup.